Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 321, Oyakodon. Monde humain, île du coup suspendu. Comme la veille, James se réveilla sous les lueurs de l'aube qui filtraient par la fenêtre. Cependant, contrairement à la veille, il ne sentait qu'un corps voluptueux blotti contre lui. Autre différence, il réalisa qu'il n'était pas blotti sous les couvertures. James sentait également sa région pelvienne exposée à l'air. Il ressentait également une sensation agréable, quoique pas trop ferme, de glissement de haut en bas sur son sexe. Je ne sais pas trop ce qui se passe, pensa James, les yeux fermés. Mais je suis presque sûr qu'Erza est. Décidant d'ouvrir les yeux, ne serait-ce que pour tester la validité de son hypothèse, James ouvrit lentement les yeux et regarda tout le long de son corps. D'abord, sur sa poitrine se trouvait une tête aux cheveux roux écarlates. Le corps auquel était attachée la crinière était blotti contre son flanc droit, vêtu seulement d'un soutien-gorge rouge et d'une culotte noire bordée de dentelle, indiquant clairement à James qu'il couchait avec une femme. De plus, sa main droite était fermement attachée à son dos. C'est définitivement Irène. Alors, c'est Erza qui est tombée, comme je le pensais, pensa James une fois de plus. Mais tant que je n'en suis pas sûr, ça pourrait être n'importe qui. Avec cette pensée en tête, James baissa les yeux. Et comme il s'y attendait, Erza fixait intensément sa virilité tout en la caressant avec des mouvements maladroits. Finalement, James a agi avec la mère et la fille, les réveillant en tant que femmes. Cependant, toutes les trois, et surtout le duo mère-fille, savaient que ce n'était que le début. Avec une femme fraîchement éveillée au plaisir de la chair, une femme qui s'était éveillée au même plaisir après des siècles, et un homme à l'endurance apparemment inépuisable, elles savaient toutes que la journée allait être longue. Chapitre 322, les demi-finales commencent. Monde humain, île du coup suspendu. Après quelques heures d'amour passionné et animal, James, Irène et Erza quittèrent enfin la pièce vers midi. Lorsqu'ils arrivèrent au salon de la suite, tout le monde n'était pas là. En fait, seuls Janké, Chizuru et Botan étaient présents. D'après ce que je sais de toi, gamin, il semble que vous ayez passé un bon moment tous les trois, dit Janké, après avoir regardé les nouveaux venus dans la pièce. Après avoir entendu le commentaire de Janké, Chizuru et Botan regardèrent James, Irène et Erza avec curiosité. Ce faisant, ils comprirent immédiatement ce que Janké voulait dire. Irène et Erza s'accrochaient à James respectivement à droite et à gauche, un sourire satisfait aux lèvres. C'est un fait que je ne peux pas nier, a déclaré James avec un sourire qui montrait son statut de gagnant dans la vie. Alors vous avez couché ensemble, hein demanda Chizuru d'un ton désintéressé. Puis, son regard passant d'Irène à Erza, elle poursuivit. Mais n'êtes-vous pas mère et fille? Oui, mais en tant que membre de la société démoniaque, les normes sociales pour nous sont assez différentes, répondit Irène. Je vois, dit Chizuru, laissant le sujet là avant d'allumer une cigarette. Attends, tu es sérieux? Demanda Botan, complètement abasourdi par la conversation. Pourquoi aucun de vous n'est surpris que je couche avec deux femmes? Tu ne sais même pas prononcer le mot « sexe », hein demanda Chizuru avec un petit sourire taquin. Tu es vraiment adorable, Botan. Ce n'est pas le moment de te moquer de moi, Chizuru, dit Botan nerveusement, les joues rouges. Réponds juste à ma question. L'emportement de Botan fit rire les autres personnes présentes. Finalement, tout le monde se calma. Janké fut alors le premier à répondre à la question. Eh bien, j'ai vécu avec eux pendant 3 mois, expliqua Janké. Je comprends donc ce que James fait. Au lieu de t'inquiéter de ses exploits sexuels, tu devrais te réjouir qu'il n'oublie pas d'élever un mur de silence. À ce moment-là, James, Irène et Erza. Enfin, seuls James et Irène souriaient ironiquement. Erza, quant à elle, souriait comme toujours. J'avais oublié la barrière au départ, a admis James. Mais j'en ai installé une au bon moment. Cela aide aussi que l'aube soit proche, a ajouté Irène. Attends, dit Botan en levant la main pour insister. Tu as commencé à l'aube? Beaucoup. James haussa les épaules. Et puis tu t'es rendormi, n'est-ce pas? Demanda Botan, le visage rouge. Non, répondit James d'un ton détaché. Quand on a eu fini, on a pris une douche, on s'est habillé, puis on est venu ici. Oui, James a une sacrée endurance, dit Erza. À ces mots, le visage de Botan devint rouge, contrastant fortement avec ses cheveux cyan. Cependant, Botan ne fut pas le seul à rougir aux commentaires d'Erza. Même l'expression quasi immuable et indifférente de Chizuru se brisa quelques secondes tandis qu'elle rougissait. Si Kuwabara avait été là pour le voir, il l'aurait accusée d'être une imposteuse. Au fait, où sont les autres? Demanda James pour dissiper l'atmosphère gênante. J'ai dit à Yuzuki et Kuwabara d'observer leurs adversaires potentiels au prochain tour, répondit rapidement Janké. Et Yae et Kurama? Demanda James. Je ne suis pas sûr pour Yae, mais je pense que Kurama est également allé au stade pour voir de quoi les adversaires étaient capables au prochain tour, a déclaré Botan, se réinsérant dans la conversation. Si je devais deviner, Yae ne s'entraîne probablement pas, dit James. Je parie qu'il était contrarié de ne pas avoir le contrôle total des flammes des ténèbres lorsqu'il les a utilisées au premier round. Je ne douterais pas de lui, acquiesça Janké. Et comme le personnel de l'hôtel l'avait prévu, Yae se trouvait sur l'une des plages de l'île. Un feu brûlait devant lui, et il défaisait les bandages qui entouraient son bras droit.
Une fois les bandages complètement retirés, une partie de son avant-bras était encore couverte de brûlures. Cependant, il semblait pouvoir bouger son bras et sa main sans difficulté malgré les brûlures. Ah. Attends un peu, dit Yae avec un sourire malicieux en tendant le bras droit vers le feu. Dès que ce tournoi sera terminé, je te vaincrai, je découvrirai tous tes secrets, puis je te tuerai. Je te ferai comprendre que personne ne m'humilie et que je survivrai pour raconter mon histoire. Un instant plus tard, un fil de flamme des ténèbres apparut dans la paume tendue de Yae. Puis, après une brève hésitation, il plongea son bras et la flamme des ténèbres dans le feu, le faisant jaillir vers le haut, comme si une grande quantité de combustible s'était déversée dessus. Ainsi, avec James et les autres discutants, Yuzuki et son groupe regardant les autres combats et Yae s'entraînant avec Darkness Flamme, la journée s'est déroulée sans grande fanfare. Au coucher du soleil, Yuzuki, Kuwabara, Keiko, Yukina et puis retournèrent à l'hôtel. Quelques minutes plus tard, Kurama revint également. Alors, comment se sont passés les matchs d'aujourd'hui, demanda James. Eh bien, il n'y en avait que 2, répondit Yuzuki. Le vainqueur du 3e match d'hier, l'équipe Uraotoji, a également gagné aujourd'hui. Oui, et l'autre match opposait 2 équipes dont j'ai oublié les noms, a déclaré Kuwabara. Mais je doute qu'elles aient la moindre chance contre l'équipe Toguro. Et quelles sont tes chances de gagner le match de demain, demanda Janke. Honnêtement, ça ne devrait pas poser de problème, dit Yuzuki en se grattant la tête. Mais je ne pense toujours pas pouvoir battre Toguro, malgré tout l'entraînement que j'ai suivi. Au moins, tu es conscient de toi-même. Janke hocha la tête. C'est pour ça que tu ne participeras pas au match de demain. Quoi? Demanda Yuzuki en frappant du poing la table entre les canapés où tout le monde était assis. Tu t'attends à ce que je reste en retrait et regarde mes camarades se battre jusqu'à la mort? Calme-toi, mec, dit James, balayant les inquiétudes de Yuzuki. Entre Kurama, Yae et moi, personne dans l'équipe Uraotoji ne peut nous battre. Du moins, c'est ce que mes sens me disent après les avoir vus combattre au premier round. Sur ces mots, Yuzuki se calma considérablement. Puis, il tourna son regard vers Janke. Si je ne me bats pas demain, que vais-je faire? Demanda Yuzuki en fronçant légèrement les sourcils. Je te transmettrai ma technique ultime, répondit Janke sans changer d'expression. Demain matin, puis et toi me retrouverez au pied de la montagne de l'île. Pour que tu ne te trompes pas, idiot, retrouve-moi à l'endroit le plus proche de l'hôtel. Ne me traite pas comme un idiot, vieille sorcière, dit Yuzuki d'un ton irrité. Eh bien, si ça te va, Urameshi, dit Kuwabara, interrompant la conversation et essayant de contenir son rire. Attends, pourquoi ne m'as-tu pas mentionné quand tu parlais de tous ceux qui pouvaient battre l'équipe Uraotoji? Waouh, c'est une réaction très tardive, dit James à travers un rire étouffé. Ignorant la question stupide de Kuwabara, Yuzuki regarda autour de lui. Ce faisant, il vit non seulement Kuwabara étouffer un rire, mais aussi Keiko, Botan, Kurama et James. Puis, il plissa les yeux et se jeta sur Kuwabara. Bang! 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 Puis, après quelques coups bien placés, Kuwabara fut allongé au sol, se tenant le ventre et le nez. Pourquoi m'as-tu frappé? Demanda Kuwabara d'un ton douloureux. Eh bien, parce que Keiko et Botan sont des filles, répondit Yuzuki comme si c'était évident. Mais Kurama et Jiraiya aussi, protesta Kuwabara. Eh bien, Kurama est très difficile à toucher, répondit Yuzuki. Et j'aime être vigilant, alors j'y étais éliminé aussi. Kuwabara, Keiko et Botan furent surpris d'apprendre que Yuzuki refusait d'affronter quelqu'un. De leur côté, Janke, Irene et Erza s'attendaient à une telle réponse. Tu as beaucoup grandi, Yuzuki, dit James en apparaissant à côté du plus jeune. Quand on s'est rencontrés, ça ne t'aurait pas arrêté. Eh bien, perdre des heures juste après t'avoir attaqué, ça devient vite lassant, répondit Yuzuki en détournant le regard. Trop vite, demanda Janke d'un ton dédaigneux. La dernière fois que tu as perdu connaissance, c'était 2 jours avant notre départ. Tu étais en colère parce que J avait pris la dernière tasse de dessert et avait attaqué à l'aveuglette avant de rester inconscient pendant 8 heures. Cette fois, au lieu de réprimer leur rire, tout le monde éclata de rire, laissant Yuzuki bouder, son mensonge étant dévoilé. Cependant, avant qu'il puisse se défendre, Erza apparut de l'autre côté et lui tapota l'épaule, comme James l'avait fait. Ne vous laissez pas perturber par ça, dit Erza d'un ton courtois. Certains desserts valent vraiment la peine de se battre jusqu'à la mort. Après qu'Erza eut fini de parler, tout le monde se souvint de la façon dont elle avait dévoré le gâteau aux fraises géant la veille. Ils décidèrent donc de l'ignorer lorsqu'elle se mit à baver à l'idée de ce même gâteau aux fraises. Le groupe continua ensuite à discuter. Cependant, Yae ne retourna à la suite que pour quelques heures. Finalement, tout le monde décida d'aller se coucher. Même s'ils n'avaient pas de matinée matinale, le match devant commencer à midi, ils avaient tout de même une longue journée devant eux. Le lendemain matin, le groupe, accompagné de Yuzuki et Janke, partit à l'entraînement juste après l'aube, quittèrent leur chambre vers 9 heures. Yukina, quant à elle, quitta celle d'Erza. Voyant qu'Irene et Erza dormaient dans celle de James, ils décidèrent d'y installer leurs affaires. Avec 2 chambres libres, Yukina obtint sa propre chambre et n'eut plus besoin d'en partager une avec Keiko. Après le petit déjeuner et après avoir discuté un peu plus, l'équipe Urameshi, moins Yuzuki, et leurs affiliés, moins Janke, ont quitté l'hôtel et ont commencé à marcher. Attends, on ne va pas dans la mauvaise direction, demanda Kuwabara juste après avoir quitté l'hôtel.
Voilà à quoi ressemble le stade. Tu n'étais pas attentif, demanda Yae en regardant Kuwabara avec dédain. Les demi-finales et la finale auront lieu dans le nouveau stade. Oh oui, c'est vrai, répondit Kuwabara d'un air penaud. J'avais oublié. Pour tromper, dit Yae avant d'ignorer complètement Kuwabara, décidant de ne plus perdre de temps avec cet idiot. Au fait, comment s'est passé ton entraînement, Yae, demanda James en souriant. Ne crois pas que je vais te donner la moindre information, dit Yae sèchement. Sache juste que ta défaite est garantie après le tournoi. Salut, Irène, dit James en passant son bras droit autour de sa taille. C'est mignon, non? Elle se croit capable de gagner. Tandis qu'Irène secouait simplement la tête face aux pitreries de James, Yae serrait les poings et les dents suffisamment fort pour que le reste du groupe l'entende. Il fusillait James du regard avec une telle intensité qu'il aurait pu s'enflammer. Ce qui, avec son Jagan, était tout à fait possible. Après avoir marché quelques minutes de plus, le groupe aperçut l'endroit où se joueraient les 2 derniers tours du tournoi des ténèbres. Devant eux se dressait une arène intérieure sinistre, dont la structure semblait sculptée de pattes d'araignée. Après avoir approché l'arène, le groupe s'est divisé en 2, l'équipe Urameshi est entrée par l'entrée des compétiteurs, tandis que les filles sont entrées par l'entrée des spectateurs. Les 2 groupes ont rapidement trouvé leur place, les garçons dans la salle d'attente et les filles sans difficulté. Bonjour, mesdames et messieurs. La voix de Kuto résonna dans tous les haut-parleurs de l'arène. Aujourd'hui, pour une raison inexplicable, je serai votre commentateur plutôt que votre arbitre-commentateur. J'ignore pourquoi j'ai été rétrogradé, mais je ferai de mon mieux pour vous raconter chaque coup dur et chaque effusion de sang. Coupé. Comme les démons présents se moquaient bien de l'arbitre, ils applaudirent bruyamment la déclaration de Kuto. Puis, Kuto reprit la parole au micro. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'arbitre des demi-finales et de la finale, jury, cria Kuto dans le micro. Sur ce, les lumières de l'arène s'éteignirent. Puis un projecteur éclaira le ring. Debout dans la lumière, vêtu d'une combinaison noire moulante percée de trous devant et derrière qui exposait son ventre et le bas de son dos, d'un chemisier rose, d'une jupe assortie, d'un nœud papillon violet et d'un foulard rose, se tenait une belle diablesse, qui semblait avoir une 20aine d'années, avec une peau bronzée, des cheveux vermantes, des oreilles palmées et une queue vermante terminée par une nageoire. Mesdames et messieurs, dit jury, la jeune fille aux cheveux vermantes, dans son micro. Que la première demi-finale commence. Chapitre 323, équipe Urameshi contre équipe Uraotoji 1. Monde humain, île du coup suspendu. Après l'annonce de jury, la foule a de nouveau applaudi bruyamment. Puis, une fois les applaudissements retombés, jury a indiqué l'une des 2 entrées menant au bord du ring. Entrée en premier, par l'entrée nord, équipe Urameshi, dit jury d'un ton nettement plus calme que celui de Kuto. Suite à la performance de jury, la foule s'est mise à huer bruyamment. Un instant plus tard, James, Kuwabara, Yae et Kurama sont entrés dans l'arène. À ce moment-là, les huées ont redoublé. Cependant, la plupart des spectateurs ont rapidement réalisé qu'il manquait un joueur à l'équipe. Où est Urameshi, cria un démon. Quel lâche, hurla un 2e démon. As-tu peur de mourir? Qu'est-ce que tu attends, hurla un 3e démon. Ce n'est qu'un humain dégoûtant. Alors que les huées devenaient de plus en plus insultantes, les 4 membres de l'équipe Urameshi continuèrent leur marche vers le ring. Finalement, ils finirent au premier rang et ignorèrent complètement la foule ignorante. Enfin, tous sauf un. Grogna Yae. C'est facile de parler quand on n'a pas à se battre soi-même. Aucun de ces idiots n'est assez fort pour se qualifier pour ce tournoi. En fait, je suis surpris que tu leur aies prêté attention, dit Kurama. Je pense que tu es plus en colère que tu ne le laisses paraître. Silence, Kurama, répondit Yae. Eh bien, si tu t'énerves si facilement, tu n'auras aucune chance de me vaincre après le tournoi, ajouta James en souriant. De toute façon, ça ne changerait rien. Serrant les dents de colère, Yae décida de détourner simplement la tête pour échapper à la provocation de James. Inutile de réagir à tout ce que James disait, d'autant plus qu'il savait que James ne le disait que pour l'agacer. Avant que l'équipe ne puisse discuter davantage, la voix de jury résonna à nouveau dans toute l'arène. Entrée par l'entrée sud, équipe Uraotoji, présenta jury en désignant l'autre entrée. Immédiatement, la foule applaudit bruyamment, et les démons féminins applaudirent beaucoup plus fort que d'habitude. Un instant plus tard, 5 démons, dont 4 étaient des jeunes hommes moyennement à extrêmement beaux, accompagnés d'un vieil homme, entrèrent dans la zone du ring. Chichi, je t'aime, s'écria un démon extrêmement séduisant. Je veux tes bébés, hurla une autre démone. Chichi Wakamaru, fais de moi ton esclave sexuel, hurla une 3e démone. Alors que les acclamations devenaient de plus en plus fortes et obscènes, les membres de l'équipe Uraotoji se dirigèrent vers le ring, le sourire aux lèvres, tandis que leur figure emblématique, Chichi Wakamaru, saluait les démones hurlantes. Pendant ce temps, elles étaient aspergées de leurs culottes. Alors, cette histoire de jet de culottes était réelle, demanda Kuwabara avec curiosité. Je croyais que ça arrivait dans les films américains. Eh bien, c'est logique, répondit James en haussant les épaules. Regardez-moi ces mignons mecs. On dirait un boys band avec leur manager âgé qui les insulte sans réfléchir. Je me demande quel est leur vrai nom, The Backdoor Boys. En entendant l'insulte désinvolte de James, les 5 membres de l'équipe Uraotoji le fusillèrent du regard. Cependant, avant qu'il puisse riposter, James poursuivit.
Mais le pire, c'est ce faux vieil homme, dit James. Enfin, ce costume est l'un des pires que j'ai jamais vus. Attends, je vais m'en débarrasser. Puis James disparut de sa place. Un instant plus tard, il réapparut au même endroit, un masque de cuir à la main. Le voilà, dit James en soulevant son masque pour que tout le monde le voie. Après avoir vu le masque dans la main de James, tout le sable se concentra sur le visage en dessous. Et ce qu'ils virent était un visage probablement très beau. Malheureusement, il était recouvert d'une peinture qui ressemblait à celle d'un clown. De plus, il était même recouvert d'un nez rond en caoutchouc. Comment a-t-il pu mettre ce nez en caoutchouc sous son masque, demanda Kuwabara avec curiosité. On s'en fiche, dit Yae en fronçant les sourcils. On peut commencer le match? Tandis que la foule discutait de ce qu'elle voyait sous le masque d'Onji, l'homme en question porta lentement la main à son visage. Lorsqu'il sentit la peau peinte et le nez en caoutchouc, son expression se transforma en colère. Comment oses-tu? Cria Onji en pointant théâtralement James du doigt. Yae a raison, dit James, ignorant complètement le clown. On devrait commencer la partie. Quelqu'un veut-il être capitaine et déterminer les règles? Ne m'ignore pas, cria Onji. Pourquoi ne le fais-tu pas? Demanda Kuwabara à James. Je m'en fiche si aucun d'entre vous ne le fait, répondit James avec un sourire. Finissons en, tout simplement, dit Yae sèchement. Je m'en fiche aussi, dit Kurama en hochant la tête. Tout va bien. James acquiesça. Puis il sauta sur le ring. Je te parle encore, petit salaud, dit Onji, continuant à crier sur James sans résultat visible. Le leader de l'équipe Uraotoji pourrait-il également monter sur le ring? Demanda Juri dans son micro. Voyant Onji, qui continuait de crier sur James, qu'il ignorait toujours, Shishiwakamaru renonça à faire assumer la responsabilité au véritable leader de son équipe. Puis, il sauta sur le ring et se dirigea vers le centre. Au bout de quelques secondes, James et Shishiwakamaru échangèrent un regard, Juri se tenant entre eux. En s'évaluant, James remarqua que Shishiwakamaru était un très beau jeune homme, avec de longs cheveux bleu-violet attachés en une queue de cheval lâche, sa frange encadrant son visage. Il portait également un kimono, un hakama et un katana à la hanche, lui donnant l'allure d'un ronin de l'époque d'Eto. Alors, comment aimeriez-vous que l'on continue ce tour? Demanda Juri d'un ton professionnel. Si cela ne vous dérange pas, j'ai une suggestion, dit Shishiwakamaru. Écoutons-le, répondit James. Shishiwakamaru fouilla alors dans la manche de son kimono et en sortit une paire de dés à 6 faces. Cependant, au lieu des graines habituelles, l'une portait les noms des membres de l'équipe Uraotoji sur 5 faces, tandis que la seconde portait les noms des membres de l'équipe Urameshi. Chaque face disposait également d'un espace libre permettant à l'équipe de choisir en premier pour le combat à venir. Je suggère que nous utilisions cela pour déterminer les appariements avant chaque combat, dit Shishiwakamaru en souriant. Si nous procédons ainsi avant chaque combat, les matchs seront intéressants et aléatoires. Ça a l'air amusant, répondit James en souriant. Mais ça ne te dérangerait pas que je jette un œil aux données avant de commencer, n'est-ce pas? Pas question, dit Shishiwakamaru avec un haussement d'épaule avant de lancer les dés à James. James prit les données sans effort et laissa son énergie démoniaque les parcourir. Lorsqu'il comprit qu'il n'y avait aucune astuce, il les rejeta nonchalamment. Je suis bon avec les données, a déclaré James avec un sourire. Très bien, dit Juri dans son micro. Les combats de ce round seront déterminés par le résultat des dés. Les deux équipes, veuillez envoyer leur premier combattant sur le ring. Sur ce, Shishiwakamaru laissa tomber les dés à ses pieds. Tandis qu'il sautait, Yae prit la parole depuis le ring. Si ça atterrit dans l'espace libre ou au nom de Yuzuki, je combattrai dans ce match, dit Yae sur un ton qui suggérait qu'il n'accepterait pas un nom comme réponse. On verra bien. James haussa les épaules. Si je veux me battre, je doute que tu puisses m'en empêcher. Une fois de plus, Yae serra les dents. Cependant, il ne répondit pas à la provocation évidente de James. Il se concentra plutôt sur les données qui allaient s'arrêter. Ce faisant, les côtés retournés affichaient les noms des premiers combattants. Le premier match sera entre Makintaro de l'équipe Uraotoji et Yae de l'équipe Urameshi, a déclaré Juri dans son micro. Parfait, dit Yae avec un sourire éclatant. Un instant plus tard, Yae sauta sur le ring et commença à marcher vers le centre. Chemin faisant, il croisa James et sourit à son coéquipier. Je vais te montrer à quoi ressemble un vrai guerrier, dit Yae en passant devant James. Vas-y, dit James d'un ton enjoué en levant le pouce vers le petit homme. Voyant cela, Yae serra à nouveau les dents, irrité. Cependant, il dissipa rapidement sa colère. Puis, il arriva à l'endroit même où James avait discuté des détails du match avec Shishiwakamaru et plaça ses mains derrière son dos. Pendant ce temps, Makintaro, le membre le plus grand et le plus imposant de l'équipe Uraotoji, entra également sur le ring. En marchant, Yae remarqua qu'il s'agissait d'un démon à la peau sombre, aux cheveux noirs ondulés, coiffé en arrière et attaché par un fin bandeau rouge. De plus, il ne portait rien d'autre qu'un mawarashi de sumo. De la part de l'équipe Uraotoji, Makintaro, dit Juri en désignant Makintaro. Puis elle fit de même et fit un geste vers Yae avant de le présenter à son tour. Et de la part de l'équipe Urameshi, Yae. Après les présentations, comme Kuto l'avait fait lors des tours précédents, Juri prit ses distances. Puis, elle leva son micro avant de reprendre la parole. Maintenant, que le premier match des demi-finales commence. Combattez, dit Juri avec force. Ah.
Regarde-toi, tu es si petit, dit Macintaro d'un ton moqueur. Tu ne seras même pas un défi. Tu devrais abandonner et me laisser te couper la tête. Tandis que Macintaro parlait, l'image de Yae sembla trembler un instant. Cependant, si l'on n'y regardait pas attentivement, on ne le remarquerait pas. Un instant plus tard, une goutte de liquide tomba derrière lui, provoquant le rire de Macintaro. Ah! On n'a même pas encore commencé à se battre que tu t'es déjà sali, dit Macintaro avec un rire sadique. Avec tous ces muscles inutiles, je savais que tu serais lent, dit Yae d'un ton déçu. Mais même tes sens sont lents. Ça ne valait même pas la peine de monter sur le ring. De quoi parles-tu demanda Macintaro d'un ton confus. Sur ce, Yae leva sa main droite derrière lui. Ce faisant, Macintaro vit que Yae avait un bras gauche, très semblable au sien sous le coude, qui lui tenait la main. Après avoir hésité un instant, Macintaro leva son bras gauche. Ce qu'il vit le fit hurler de douleur. Macintaro constata que son bras gauche était complètement démembré en dessous du coude. Un instant plus tard, ses cris de douleur se transformèrent en grognements de rage. « Je vais te tuer » rugit Macintaro. Ce faisant, son bras gauche s'étendit comme s'il repoussait. Cependant, au lieu d'un avant-bras et d'une main, une hache de la même couleur que sa peau poussa du moignon. Il leva alors son nouveau bras et se prépara à attaquer Yae. Comme je l'ai dit, trop lent, dit Yae en apparaissant au-dessus de Macintaro. Un instant plus tard, Yae enfonça son épée dans la tête de Macintaro, la lame traversant tout son crâne et ressortant sous sa mâchoire. Yae disparut alors et réapparut à sa position initiale. Quelques instants plus tard, Macintaro, la lumière disparut de ses yeux, tomba sans vie sur le ring. Burke, dit Jury en regardant le cadavre frais. Enfin, le vainqueur du premier match est Yae de l'équipe Urameshi. Au lieu de quitter le ring après l'annonce du vainqueur, Yae est resté en place et a regardé Shishiwakamaru. Relance les dés, dit Yae avec arrogance. Je me sens chanceux et je crois que mon nom reviendra. Tu ferais mieux de ne pas gâcher ta chance trop tôt, Yae, dit James depuis le ring. Sans ça, tu n'auras aucune chance de me battre. En entendant cela, Yae jeta un regard par-dessus son épaule et réprimanda James, qui sourit en réponse. Il reporta ensuite son attention sur l'équipe Uraotoji et attendit que Shishiwakamaru lance les dés. Sans trop de difficulté, Shishiwakamaru lança les dés. Et comme Yae s'y attendait, son nom réapparut. Sur l'autre dé était inscrit le nom de Kuro Momotaro. Chapitre 324, équipe Urameshi contre équipe Uraotoji 2. Écart dimensionnel, base de l'équipe DXD. Après une matinée d'entraînement épuisante sous la supervision de Skatash et Chiron, les membres de l'équipe DXD, à l'exception de James, Irene et Erza, décidèrent de prendre une douche pour se débarrasser de la sueur et de la fatigue matinale. Naturellement, les hommes et les femmes se séparèrent dans leurs bains respectifs. Dans le bain des femmes, toutes les filles se lavaient. Puis, une fois le bain terminé, elles se baignaient toutes dans les sources chaudes pour se détendre. H. C'est ça qui est bien, dit Ria après s'être assise et avoir étendu les bras sur les bords de la baignoire. Cet entraînement est une torture. Mais prendre une douche comme celle-ci en vaut la peine. Tu agis comme si tu n'allais pas prendre une douche comme ça quand tu en auras envie, dit Sona, démantelant la déclaration de Ria. Ce n'est pas le sujet, Sona, dit Ria, pas même perturbée par le coup de poing de Sona. Mais Ria a raison, dit Asia avec un doux sourire. Une douche, c'est vraiment bien après l'entraînement. Écoute, Asia comprend, dit Ria en souriant. Kia, cria soudainement Asia. Après avoir entendu le cri d'Asia, tout le monde regarda dans sa direction. Ce faisant, ils virent Akeno assise derrière elle, saisissant ses seins dans ses mains. Ara, Asia-chan, dit Akeno en souriant. Tu as l'air d'avoir bien grandi ces derniers mois. Je me demande si Isekun a quelque chose à voir avec ça. Aussitôt, le visage d'Asia, déjà rouge à cause des tentatives d'Akeno, devint aussi rouge que les cheveux de Ria et Mio. Les évocations d'Akeno sur sa vie sexuelle étaient insupportables pour cette jeune fille encore innocente. Ah. Tu es si mignonne, Asia-chan, dit Akeno après avoir vu la réaction d'Asia. Akeno, pourrais-tu arrêter, s'il te plaît, bégaya Asia. Pendant ce temps, après avoir entendu Akeno mentionner qu'Asia et Issei entretenaient une relation sexuelle, Irina, qui était également dans le bain, fronça les sourcils, la jalousie visible dans son expression. Un instant plus tard, comme toujours, les ailes et le halo d'Irina apparurent et se mirent à trembler. Bien que taquiner Asia et voir Irina exploser de jalousie soit amusant. Dit Ria, son expression devenant sérieuse. Je crois qu'on a quelque chose d'important à discuter. Du moins, ceux d'entre nous qui sont avec James, en tout cas. Sur ce, Sona, Akeno, Mizor, Moka, Flora, Skatash, Shuna, Ayam, Rosoes, Mio et Shion regardèrent Ria. Naturellement, Yasaka aurait également prêté attention aux paroles suivantes de Ria si elle avait été présente. Même Koneko, Ravel, Kuroka, Kalua et Evangeline ont interrompu leur conversation pour voir ce que Ria allait dire. Qu'est-ce qui ne va pas, Ria demanda Sona en plissant légèrement les yeux. Il nous reste à décider qui sera la première épouse de James, dit Ria d'un ton sérieux. Honnêtement, ce serait probablement Sona ou moi, puisque nous sommes héritières de maisons nobles. Mais je doute que James s'en soucie vraiment. En entendant cela, tout le monde, même ceux qui n'étaient pas intéressés par James, regarda Ria d'un air étrange.
Naturellement, après quelques secondes sans réponse, Ria remarqua les regards étranges qu'on lui lançait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Ria avec curiosité. Soupire Ria, « Ta mémoire sélective me surprend parfois », dit Sona en secouant doucement la tête. « Que veux-tu dire ?» demanda Ria, l'air perplexe. « Je pense que tu oublies parce que ça ne te sert à rien », dit Sona en regardant Ria dans les yeux. « Mais on a déjà réglé ça. Du moins, on l'a réglé entre nous, en tout cas. » La confusion de Ria n'a fait qu'augmenter avec le commentaire de Sona. « Tu te souviens de notre jeu de notation de cet été ?» demanda Sona. « Oui », répondit Ria, ne comprenant pas ce que Sona voulait dire. « Tu as perdu ce match », dit Sona. « Et on avait parié là-dessus. Tu te souviens ?» Ria réfléchit un instant et se souvint d'un souvenir similaire. Cependant, malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à se rappeler le contenu de ce pari. Comme Sona l'avait dit, elle en oublia complètement l'issue. Non pas parce que cela ne lui serait pas bénéfique, comme Sona l'avait dit. Probablement parce qu'elle ne supportait pas l'idée de ne pas être la première épouse de James. Alors, pour sa propre santé mentale, elle décida de préserver ce souvenir. Cependant, après que le souvenir ait refait surface, Ria a immédiatement pâli. « Je crois que tu t'en souviens », dit Sona avec un sourire triomphant. Donc, comme tu l'as dit, James ne se souciera probablement pas de la noblesse de son lignage lorsqu'il choisira sa première épouse. Mais de toute façon, tu ne participeras pas à cette conversation. Sur ce, Ria se tut, ne sachant que dire. Pendant ce temps, les autres amis de James décidèrent de poursuivre la conversation entamée par Ria. Sans elle, bien sûr. Monde humain, il du coup suspendu. Une fois le jet de déterminé, un homme grand et costaud, blond et large d'épaules, vêtu d'une veste blanche sans manches et d'un pantalon blanc ample, sauta sur le ring. Il se dirigea ensuite vers le corps de Kintaro, qui n'avait pas encore été retiré du ring. À son arrivée, le démon musclé regarda avec dédain le corps de son compagnon. « Ne sois pas arrogant », dit Kuro Momotaro, le démon blond, sans regarder Yei. Makintaro était le plus faible d'entre nous. Tout en parlant, Kuro retira d'une main l'épée de Yei du crâne de Makintaro. Puis, une fois l'épée complètement extraite, il jeta sans pitié le corps de Makintaro hors du ring. « Dites-moi, c'est une très bonne épée », dit Kuro en l'examinant. « C'est presque du gaspillage d'utiliser une si bonne épée contre un faible comme lui. » Puis, à la surprise générale, Kuro fit glisser l'épée le long de son autre avant-bras, faisant couler du sang sur l'anneau. Ce qui surprit encore plus tout le monde, cependant, fut l'expression euphorique de Kuro en ressentant la douleur. « Ah oui, c'est de ça que je parle », dit Kuro en levant les yeux au ciel. « Burke », dit Jury avec un air dégoûté. « Je suis d'accord, c'est assez dégoûtant », dit Yei en hochant la tête. Ces deux commentaires sortirent Kuro de son état de béatitude. Puis, avec le même sourire qu'en entrant sur le ring, il lança l'épée de Yei vers lui. « Bon, maintenant que tu as ton arme, on peut commencer le match, n'est-ce pas ?» demanda Kuro, sans même essayer de s'expliquer. « Ouais, allons-y », dit Yei, son expression inchangée. « Waouh, je trouve ce type pire qu'Ayam », dit James avec une expression légèrement dégoûtée depuis le ring. Enfin, Ayam aime quand les autres lui font du mal, mais lui, il aime se faire du mal. « Qui est Ayam ?» demanda Kuwabara avec curiosité. « Juste une de mes filles », répondit James avec indifférence. « C'est une masochiste invétérée. Et un peu dégoûtante. Écart dimensionnel, base de l'équipe DXD. » Alors que les filles, accompagnées de Ria, discutaient de la future épouse de James, Ayam se mit soudain à frissonner et son visage devint rouge. Bien que la plupart des gens aient remarqué son changement, ils l'ignorèrent, pensant qu'il ne s'agissait que d'un autre de ces épisodes. « Je le sens », pensa Ayam avec un sourire pervers. « James Sama pense du mal de moi. Il est peut-être même en train de dire à quelqu'un à quel point je suis dégoûtante. » Avec cette pensée, Ayam commença à halter comme un animal en chaleur. Voyant Ayam commencer à s'enfoncer dans son propre monde, quelqu'un attrapa Ria, qui était toujours complètement immobile, tandis que le groupe se déplaçait de l'autre côté de la piscine thermale pour continuer leur discussion. Monde humain, il du coup suspendu. Pour le deuxième combat, Kuro Momotaro de l'équipe Urautoji affrontera Yei de l'équipe Urameshi, dit Jury en désignant chaque combattant du doigt. Que le combat commence. Bagarre. Au moment où Jury commençait le combat, Kuro fouilla dans la ceinture de son pantalon et en sortit une balle de la taille d'une balle de crosse. Il la montra ensuite à Yei et lui expliqua ce que c'était. C'est ce qu'on appelle une sphère fumante, expliqua Kuro en souriant. Après l'avoir écrasée et avoir inhalé la vapeur qu'elle contenait, je serai immunisé contre tous les dégâts subis avant d'avoir inhalé la vapeur. Autrement dit, ton épée sera inutilisable pour le reste du combat. Puis, juste au moment où Kuro était sur le point d'écraser la sphère dans sa main, ses yeux s'écarquillèrent tandis que Yei disparaissait de sa place. C'est quand même assez intéressant, dit Yei en apparaissant derrière Kuro. Je m'en fiche complètement. Juste avant que Kuro ne puisse écraser la sphère de feu, l'épée de Yei lui transperça le cou. Puis, avant que le sang de Kuro ne puisse éclabousser, Yei disparut et réapparut à son emplacement initial. Un instant plus tard, la pression du sang de Kuro fit jaillir un jet de sang de son cou, projetant sa tête dans les airs. Puis, au même moment, sa tête et son corps s'écrasèrent au sol. Le gagnant est Yei de l'équipe Urameshi, dit Jury en détournant le regard de la vision plutôt crue du corps décapité de Kuro, dégoulinant de sang de son cou,
tandis que sa tête décapitée la fixait, le visage choqué. Au début de la journée, Yael ne souhaitait combattre que pour tester sa nouvelle force après avoir amélioré sa maîtrise des flammes des ténèbres. Cependant, sous les taquineries de James, son objectif changea radicalement. Au lieu de simplement vouloir se battre, Yael avait envie de tout tuer sur son passage. Malheureusement, Kuro et Makintaro furent les seuls à apaiser ses émotions violentes par leur propre mort. Relance, ordonna Yael en rengainant son épée. Sans perdre de temps, Shishiwakamaru lança les dés sur l'anneau pour la 3e fois. Et lorsqu'ils cessèrent de rouler, Yael claqua la langue avant de rejoindre le reste de l'équipe Urameshi. La raison du mécontentement de Yael était simple, son nom n'apparaissait pas sur le tatouage représentant son équipe. Cette fois, les noms qui sont apparus étaient Kurama de l'équipe Urameshi et Ura Urashima de l'équipe Uraotoji. Le 3e match aura lieu entre Kurama de l'équipe Urameshi et Ura Urashima de l'équipe Uraotoji, a annoncé Juri alors que les deux combattants entraient sur le ring. Alors qu'il s'avançait vers le centre du ring, Kurama observait son adversaire. Ura Urashima était un petit démon au torse trapu et au visage rond. Ses membres étaient normalement proportionnels à sa taille. Il avait les cheveux noirs lissés en arrière, comme ceux de Yuzuki, et portait ce qui semblait être une tenue de pêcheur japonais. Kurama remarqua également le sourire sinistre sur le visage d'Ura. « Tu ne vas pas lui dire de se dépêcher ?» demanda Yael à James tandis qu'il regardait les combattants se diriger vers le centre du ring. « Non. » James haussa les épaules. « Comme tu l'as dit, ça ne changera rien à long terme. Cette habitude désagréable ne disparaîtra jamais. Au moins jusqu'à ce que je m'entraîne un peu avec le maître, pensa James avec un sourire légèrement sournois. Tu aurais dû accepter cela dès le début, dit Yael d'un ton suffisant. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez toujours changer Kurama, dit Kuwabara d'un ton confus. Enfin, il gagne toujours, pas vrai? En tant que personne qui perd toujours, je peux comprendre pourquoi tu penses ça, dit Yael d'un ton moqueur. Qu'est-ce que c'était? Demanda Kuwabara avec colère. Pourquoi ne me dis-tu pas ça en face? Attends une seconde, je vais te chercher des annuaires. Pour tromper, murmura Yael, sans prêter attention au jeune adolescent. Pendant ce temps, Kurama frissonna légèrement lorsque James pensa à le soumettre à l'entraînement appelé entraînement Skatash. J'ai l'impression que quelqu'un complote contre moi, pensa Kurama alors qu'il continuait à marcher vers le centre du ring. Puis, dès que Kurama et Ura ont atteint leur position de départ, Juri a de nouveau levé le microphone. De l'équipe Uraotoji, Ura Urashima, dit Juri en désignant les deux combattants. Et de l'équipe Urameshi, Kurama. Maintenant, que le 3e combat commence. Combattez. Chapitre 325, équipe Urameshi contre équipe Uraotoji 3. Monde humain, île du coup suspendu. Debout devant Ura Urashima, Kurama sortit une rose de sa manche. Au même moment, Ura Urashima matérialisa une canne à pêche dans sa main gauche. Kurama canalisa alors son énergie démoniaque dans la rose, la transformant en fouet. Les deux combattants commencèrent alors à brandir leurs armes préférées au-dessus de leur tête. On dirait qu'on va assister à un combat entre experts en armes de liaison, cria Kuro avec excitation. Comme si l'exclamation de Kuto était le signal du départ, Kurama et Ura s'attaquèrent avec leurs armes. À la surprise du public, au lieu d'un claquement, on entendit comme si deux objets métalliques s'étaient heurtés. Et ce n'était que le début. De là, les deux combattants commencèrent à tourner autour du ring, brandissant furieusement leurs armes. Des sons contradictoires se faisaient constamment entendre. « Kia !» cria Juri alors que la ligne de pêche d'Ura passait dans son oreille droite. Presque au même moment, l'expression du visage de Kurama se déforma légèrement. « Kurama, s'il te plaît, ne t'arrête pas et ne ralentis pas. » La voix d'Ura résonna dans la tête de Kurama. « Mais, j'ai vraiment besoin de ton aide. » La contraction de Kurama était due au fait qu'Ura le contactait par télépathie. Il était certain que cela allait à l'encontre des règles du tournoi des ténèbres. Cependant, après avoir entendu qu'Ura avait besoin de son aide, il était prêt à l'écouter. « Pourquoi me demanderais-tu, à moi, ton adversaire, de l'aide pendant un match ?» répondit Kurama par télépathie. « Parce que si je le demandais directement, je suis sûr que Shishi et Onji me tueraient, » répondit Ura, l'air désespéré. « Et pas seulement moi, mais ma famille aussi. » Explique, dit Kurama. Pendant ce temps, pour les étrangers, le combat entre Kurama et Ura semblait s'intensifier. La vitesse de leurs armes augmentait à tel point que quiconque en dessous du niveau intermédiaire était incapable de distinguer les ombres de leurs armes fendant l'air. C'est comme ça, dit Ura, commençant à expliquer sa situation. Un jour, Shishi et Onji sont venus dans mon village, celui où Kuro, Makintaro et moi vivions. Ils ont dit qu'ils voulaient participer au tournoi des ténèbres et qu'ils voulaient que nous rejoignions leur équipe. À ce moment-là, Ura dut interrompre son explication pour se concentrer davantage sur l'évitement d'une attaque du fouet rose de Kurama, qui l'attaquait d'un angle particulièrement délicat. Puis, après avoir retrouvé son équilibre, il poursuivit. Nous avions tous les trois entendu parler du tournoi des ténèbres, dit Ura, poursuivant son récit. Je veux dire, quel démon n'en a pas un? Mais aucun de nous ne voulait combattre des démons aussi puissants. Comme je l'ai dit, nous avions tous une famille à charge. En entendant cela, même s'il ne le montrait pas sur son visage, Kurama comprit ce qu'Ura voulait dire. Il n'aurait pas participé à ce tournoi non plus si la vie de sa mère n'avait pas été menacée. Alors, Onji nous a donné des armes qui nous rendraient plus forts, dit Ura, commençant à conclure son histoire. Et, nous, je pense que tu connais la suite.
Je comprends ce que tu veux dire, répondit Kurama. Mais qu'attends-tu de moi? Je suis sûr qu'ils ont des dispositifs de sécurité. Je n'ai aucun moyen d'atteindre ta famille à temps pour les sauver. Ce n'est pas nécessaire, répondit Ura. Si nous mourons, ils laisseront nos familles partir. Mais je ne veux pas mourir. Je n'ai jamais voulu être ici. Sur ce, la conversation s'interrompit quelques instants. Cependant, le combat continua comme si les deux hommes cherchaient à s'entretuer. Finalement, après environ 1 minute, période durant laquelle Ura reçut plusieurs blessures saignantes, mais sans gravité ni fatale, Kurama trouva un moyen de le sortir de ce mauvais pas. J'ai un moyen de te sauver, dit Kurama. En te transperçant avec mon fouet rose à un endroit précis, je peux plonger ton corps dans un état de mort temporaire. Un état dont tu ne te réveilleras que quelques jours après la fin du tournoi. Tu es mort. Ensuite, à ton réveil, tu pourras relocaliser ta famille. Vraiment, demanda Ura d'un ton enjoué. Kurama. Merci. Vraiment. Merci. Ne t'inquiète pas pour ça, répondit Kurama. Il ne nous reste plus qu'à trouver le bon timing. Comme ça paraîtra naturel. Très bien, je vais suivre ton exemple, dit Ura d'un ton plein d'espoir. Pendant les minutes qui suivirent, Kurama et Ura continuèrent de s'affronter. Pendant ce temps, les blessures d'Ura continuaient de s'accumuler. Finalement, après qu'Ura eut brandi sa large canne à pêche, leurs yeux se plissèrent. Maintenant, dirent les deux combattants par télépathie. Alors, lorsque Kurama s'apprêta à attaquer l'endroit qui allait laisser Ura dans un état de mort simulé, Ura récupéra sa ligne de pêche et frappa le poignet de Kurama avec l'hameçon qui se trouvait au bout de la ligne. Kurama lâcha alors son arme. Oh là là, c'était plus facile que je ne le pensais, dit Ura avec un rire sinistre. J'imagine que le grand Kurama n'est pas si génial que ça. On dirait qu'être dans un corps humain t'a rendu mou au fil des ans, hein? Au lieu de parler et d'essayer d'exposer le fait qu'Ura appelait télépathiquement à l'aide, Kurama s'est concentré sur l'esquive des coups de ligne de pêche d'Ura. Kurama savait qu'il serait inutile de demander l'arrêt du match. Non seulement personne ne croirait son histoire, même si le comité la croyait, mais il l'ignorerait probablement, car tout le monde veut la mort de l'équipe Urameshi. PFF. Ce faible avait raison, murmura Yei depuis sa place sur le ring. Kurama s'est vraiment adouci au fil des ans. Écouter leur conversation télépathique est une mauvaise chose, Yei, répondit James au murmure de Yei. Renifla Yei, mais refusa de commenter davantage. Tu deviens agaçant, Yei, dit James en secouant la tête, déçu. Où sont passées les menaces de mort et les réponses rapides? Tandis que James continuait à harceler Yei de questions clairement destinées à l'irriter, Yei les ignora complètement. Il se concentra sur ce qui s'était passé. Comment cet idiot a-t-il su qu'il communiquait par télépathie, pensa Yei sans même regarder James. Il doit y avoir plus à son sujet que ce qu'il nous a dit. Si James pouvait entendre les pensées de Yei, il lèverait les yeux au ciel et dirait, bien sûr, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Après tout, je cache mon identité. Pendant que James irritait Yei, Kurama continuait d'esquiver les attaques d'Ura. Finalement, il atteignit le bord du ring et tenta de sauter au sol. Malheureusement, avant même de pouvoir quitter le ring, il fut projeté en arrière. En regardant de plus près, Kurama remarqua que l'anneau était recouvert d'une barrière faite de fils de pêche presque invisibles. Ah! Ura rit à Kurama, qui ne pouvait s'échapper. J'ai beaucoup réfléchi à ce plan. Tu crois vraiment que je te laisserai t'enfuir? En plus de provoquer Kurama, Ura cessa également d'attaquer avec sa canne à pêche. Il plongea la main dans sa chemise et en sortit une boîte. Il la porta ensuite à sa poitrine, permettant à Kurama de la voir tout en affichant un sourire sinistre. Qu'est-ce que c'est? Demanda Kurama, espérant qu'Ura parlerait pour avoir plus de temps pour réfléchir à une solution à la situation dans laquelle il se trouvait. Oh, c'est ça? Demanda Ura en levant légèrement la boîte. C'est ce qu'on appelle la boîte Ida. Elle est emplie d'une brume mystique qui rajeunit tous ceux qui ne la possèdent pas. Attends, cria soudain Juri. Tu vas ouvrir ça pendant que je suis encore là? S'il te plaît, laisse-moi sortir d'abord. Ignorant Juri, les yeux d'Ura restèrent fixés sur Kurama. Ce sera bien plus facile de te tuer quand tu seras à peine plus qu'un enfant, dit Ura avec un rire sinistre. Je déteste travailler dur, tu sais. Au lieu de répondre, Kurama regarda simplement Ura dans les yeux alors qu'il réfléchissait à un moyen de sortir de la situation. Quelle réponse ennuyeuse, dit Ura avec irritation. J'aurais été si heureux de t'entendre supplier pour ta vie. Bon, inutile de perdre du temps. Sur ce, Ura ouvrit la boîte. Et à l'instant même où il prononçait ces mots, un épais brouillard blanc commença à s'élever. Il ne fallut pas longtemps pour que toute la barrière qu'Ura avait érigée pour maintenir Kurama sur le ring soit envahie par le brouillard. Alors qu'il commençait à respirer la brume, Kurama et Juri commencèrent à vieillir rapidement. Et comme aucun d'eux n'était très vieux, ils risquaient fort de disparaître. Kia, hurla Juri, enfin en arrêtant de vieillir. Mes seins. Mes hanches. Mes fesses. Ils ont disparu. Passé d'un beau démon d'une vingtaine d'années à une jeune fille prépubère, Juri perdit également tous ses biens. Kurama, quant à lui, resta silencieux tout au long de cette épreuve. Alors qu'Ura s'apprêtait à se vanter, la pression d'une puissante énergie démoniaque envahit la barrière. Naturellement, Ura ne comprit pas ce qui se passait. Sous l'effet de la pression,
des étincelles d'électricité jaillirent de leur point d'origine, à l'endroit précis où se tenait Kurama lorsque la boîte Idun fut ouverte. Un instant plus tard, le cri d'un renard résonna dans toute l'arène. Tu avais raison sur un point, démon, dit une voix grave, semblable à celle de Kurama, depuis la brume. C'est vrai que Shuichi s'est beaucoup adouci au fil des ans. Mais tu as aussi commis une erreur flagrante. Qui es-tu demanda Ura d'une voix tremblante. Tu as retardé Shuichi un peu pour que ton plan fonctionne, répondit la voix, ignorant la question d'Ura. Après tout, tu m'as laissé sortir. Qui es-tu demanda Ura une fois de plus, cette fois sur un ton beaucoup plus frénétique. Oh, on m'a traité de bien des noms au cours de ma longue vie, dit la voix d'un ton désinvolte. Puis, tandis que la brume flottait autour de la barrière, elle se dissipa quelques instants autour de l'orateur. Waouh, je crois que je suis amoureux. La voix de Kuto résonna dans le système de sonorisation de l'arène. Qui est ce dieu renard sexy aux cheveux argentés sur le ring? Comme l'a dit Kuto, à la place où Kurama aurait dû se trouver se tenait un homme aux cheveux argentés, aux yeux de renard doré, à la queue et aux oreilles argentées. Il portait un yukata blanc sans manches, un pantalon et des chaussures d'arts martiaux assorties. Mais je m'appelle généralement Yoko, continua le démon renard aux cheveux argentés. Yoko. Comme Yoko Kurama, demanda Ura d'un ton profondément terrifié. Mais tu devrais être morte. Oh, je suis bien vivante, dit Yoko d'un ton enjoué. De toute façon, je ne peux plus en dire beaucoup plus à ton sujet. Avant qu'Ura ne puisse réagir davantage, Yoko plongea la main dans son yukata et en sortit une graine. Puis, après y avoir injecté de l'énergie démoniaque, elle poussa rapidement. Un instant plus tard, une petite fleur aux pétales dentés se retrouva dans la main de Yoko. Maintenant, meurs, dit Yoko avec désinvolture. L'instant d'après, la tige de la fleur poussa vers Ura, qui se retourna pour fuir la menace qui approchait. Cependant, la barrière étant en place, il n'y avait nulle part où fuir. Finalement, les dents de la fleur s'enfoncèrent dans le dos d'Ura et commencèrent à vider tout son sang. Au même moment, la boîte tomba au sol, son couvercle se refermant. Puis, la boîte fermée, la brume commença à se dissiper sans que la boîte Idun n'en fournisse davantage. Puis, sans brume, Juri commença à vieillir rapidement. Alors que ses seins, ses hanches et ses fesses atteignaient leur taille maximale, le rire joyeux de Juri pouvait être entendu dans toute l'arène. Ils sont de retour, cria Juri joyeusement. Puis il commença à caresser son corps de haut en bas avant de lui prendre les seins en coupe. Mes fesses, mes hanches, ton dos. Et mes seins, je n'aurais jamais cru te revoir. Yoko, quant à elle, resta immobile tandis qu'elle retirait la fleur du corps d'Ura, qui avait repris sa forme démoniaque après sa mort. À mesure que le brouillard se dissipait, davantage de spectateurs purent apercevoir sa silhouette. Yoko Kurama, demanda un démon, confus. Il n'est pas mort? Oui, je le pensais aussi, dit un autre démon, perplexe. Qui est Yoko Kurama? Demanda un troisième démon, beaucoup plus jeune. Tandis que le public continuait de discuter de ce qu'il regardait, Kuto restait enthousiaste à l'idée de trouver son véritable amour. Pendant ce temps, Yoko parlait toute seule. On dirait que je n'ai plus de temps, Shuichi, dit Yoko. Si je dois le sauver à nouveau, je peux garder ce corps. Je sais ça, dit Kurama alors que les traits de Yoko commençaient à se transformer en ceux de Kurama. Bien, dit Yoko avant de se rendormir. Où est passé mon dieu renard sexy? Demanda Kuto d'un ton déçu. Bon, mince, voilà le reste de ma semaine. Je crois que le vainqueur du 3e match est Kurama de l'équipe Urameshi. Chapitre 326, équipe Urameshi contre équipe Uraotoji 4. Monde humain, île du coup suspendu. Alors que l'équipe du tournoi des ténèbres emportait le corps d'Ura Urashima avant le début du 4e match, Genkai arriva enfin dans l'arène. Après avoir traversé la foule pendant quelques minutes, il s'assit à côté d'Erza. Tout s'est bien passé, maître Genkai? Demanda Erza dès qu'elle remarqua Genkai assis à côté d'elle. La question d'Erza alerta également Botan, Shizuru et Keiko de la présence de Genkai. Pendant ce temps, Irene remarqua Genkai alors qu'elle se tenait à l'extérieur de l'arène. Oui, maître Genkai, comment va Yuzuki? Demanda Keiko d'un ton inquiet. Ne t'inquiète pas, mon enfant, répondit Genkai. Yuzuki va bien. Il a réussi mon examen final et a hérité de ma meilleure technique. En entendant cela, Keiko soupira de soulagement. Les autres dames, quant à elles, étaient curieuses de savoir en quoi consistait cette technique. Cependant, malgré toutes les questions qu'elle posait à Genkai, elle restait silencieuse. Pendant ce temps, de retour au bord du ring, le ring a été nettoyé et à nouveau prêt pour le début d'un autre match. Les deux équipes pourraient-elles envoyer leurs prochains combattants? Demanda Juri d'un ton professionnel, comme si elle ne se contentait pas de sauter et de se caresser avec excitation après avoir retrouvé son corps normal. Prenant la demande de Juri comme une suggestion, Shishiwa Kamaru lança les dés dans l'anneau. Lorsqu'ils cessèrent de rouler, les noms furent lus comme tels. Équipe Urameshi, choix de l'équipe. Équipe Uraotoji, Makintaro. Voyant que Makintaro n'était plus en état de combattre, Shishiwa Kamaru haussa les épaules après avoir regardé Onji, qui ne semblait pas intéressé par le prochain round. Puis, il sauta sur le ring et se dirigea vers le centre. Du côté de l'équipe Urameshi, Yae s'avança vers le ring. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à y entrer, une main se posa sur son épaule. Que veux-tu, Kurama? Demanda Yae d'un ton irrité.
Le colorant dit que l'équipe doit choisir, a déclaré Kurama, voulant clairement se battre lors du prochain match. Sachant qu'Onji et Shishiwakamaru étaient ceux qui fournissaient au reste de l'équipe Uraotoji leurs armes, Kurama voulait les combattre dans le seul but de trouver un moyen de provoquer un changement dans sa véritable forme de démon. Kurama a raison, ma puce, intervint Kuwabara. En plus, tu t'es déjà battu 2 fois. Mais J et moi, on ne s'est même pas encore battu. J'ai déjà clairement indiqué que si le nom de Yuzuki ou le côté colorant de l'équipe Choix était évoqué, je me battrais, dit Yei, d'un ton encore plus irrité. Puis il regarda James, espérant qu'il donnerait également son avis à la discussion. Ne me regarde pas comme ça, Yei, dit James en haussant les épaules. Je suis parfaitement content d'attendre que mon nom soit mentionné. D'ailleurs, tu as décidé ça tout seul, Yei, dit Kurama. Si je me souviens bien, personne n'était d'accord avec ta déclaration. Alors, comment veux-tu qu'on résolve ça, demanda Yei d'un air agacé. Nous devrions utiliser la méthode éprouvée pour résoudre un conflit, a déclaré Kuwabara en bombant le torse. Un massacre, demanda Yei, la malice brillant dans ses 3 yeux. Non, cria Kuwabara. Bon sang, pas étonnant que tu n'aies pas d'amis. Je pense qu'il parle de Janken, ajouta Kurama. Soupir. D'accord, dit Yei, réalisant qu'il n'arriverait à rien au rythme où allaient les choses. Puis, Yei, Kurama et Kuwabara se rassemblèrent et commencèrent à jouer à la partie de pierre-feuille-ciseaux la plus intense que James ait jamais vue. Pendant ce temps, Shishiwakamaru et Juri, présents sur le ring, les fixaient tous les 3 d'un regard vide. Remarquant les regards venant du ring, James se tourna et regarda les deux, qui devenaient clairement impatients à mesure que le temps passait, et sourit. Je suis désolé, dit James en souriant. Mais tout le monde a vraiment envie de se battre, et on a eu un petit désaccord. Si tu nous donnes 1 minute, on y mettra fin bientôt. Et dès que James eut fini de parler, Kuwabara éleva la voix pour célébrer. Oh oui, maître Janken l'a quand même fait, cria Kuwabara en embrassant son poignet droit à plusieurs reprises. Je sais qu'un bon vieux roc me garantirait la victoire. Tais-toi et va-t'en, ordonna Yei avec colère. Bien sûr, répondit Kuwabara d'un ton exultant. Un instant plus tard, Kuwabara sauta sur le ring et chargea Shishiwakamaru. Maintenant que les 2 combattants sont sur le ring, dit Juri dans son micro. Puis, elle fit un geste vers les 2 combattants et poursuivit, de l'équipe Uraotoji, Shishiwakamaru, et de l'équipe Urameshi, Kuwabara. Allez, Shishi, cria une démon. Tu cet humain hideux. En entendant une démon le traiter de laid, Kuwabara eut l'impression d'avoir reçu une flèche dans le cœur. Oui, fais en sorte que nous n'ayons plus jamais à revoir un visage aussi laid, Shishi, hurla un autre démon. Une fois de plus, Kuwabara a eu l'impression d'avoir subi des dommages physiques à cause des commentaires de la foule. Si tu fais disparaître cet horrible humain, je te donnerai une belle récompense, Shishi, cria un 3e démon d'un ton extrêmement séduisant. Finalement, lassé des insultes constantes, Kuwabara s'est retourné et a crié sur la foule. Vous allez tous vous taire, bande d'idiots, cria Kuwabara d'un ton agité. Au lieu du silence, Kuwabara a reçu encore plus d'insultes de la part des fans de Shishiwakamaru. Peu importe, j'ai Yukina, donc c'est tout ce qui compte, se dit Kuwabara pour tenter de calmer son cœur. Que le match 4 commence, dit Juri, presque désolé de la façon dont Kuwabara avait été traité. Battons-nous. Dès que le signal de départ fut donné, Kuwabara créa son épée spirituelle et prit sa position de combat. Shishiwakamaru, quant à lui, matérialisa simplement un tissu transparent dans ses mains. Qu'est-ce que c'est, demanda Kuwabara avec curiosité. Au lieu de ça, tu ne devrais pas plutôt dégainer ton épée? Oh, ne t'inquiète pas, dit Shishiwakamaru avec un sourire charmeur. Ça suffira à te soigner. Dommage que le petit Urameshi ne soit pas là à ta place. Fatigué d'être méprisé, Kuwabara serra les dents. Puis il attaqua Shishiwakamaru, qui lui souriait toujours. Un instant plus tard, alors qu'il était à portée d'attaque, Kuwabara frappa horizontalement avec son épée spirituelle, que Shishiwakamaru recula pour esquiver. Suivant le rythme, Kuwabara continua de balancer son épée, avec un effet similaire. Pendant la minute suivante, malgré tous les coups de sabre de Kuwabara, Shishiwakamaru évita les attaques sans effort. Finalement, lorsque Kuwabara porta une autre frappe horizontale, Shishiwakamaru bondit vers lui, laissant tomber le tissu transparent au-dessus de sa tête. Ne prenant pas le tissu au sérieux, Kuwabara n'a fait aucune tentative pour l'éviter, ce qui a amené James, Yei, Kurama, Irene, Erza et Janke à regarder la paume simultanément. Dès que le tissu tomba sur lui, et que Kuwabara, comme la plupart des spectateurs, pensait qu'il allait simplement lui tomber dessus, le tissu continua de tomber. Et ce faisant, le corps de Kuwabara disparut jusqu'à ce que le tissu se retrouve à la surface du ring, sans que Kuwabara ne soit visible. Waouh, qu'est-il arrivé au concurrent, Kuwabara? La voix de Kuto résonna dans toute l'arène. Une seconde, il était là, et la suivante, il avait disparu. C'est le cap sans retour, dit Shishiwakamaru en prenant le tissu transparent. Je ne sais pas où il l'a envoyé, mais je suis sûr qu'il ne reviendra pas dans les 10 prochaines secondes. Je vois, dit Juri, réfléchissant un instant aux paroles de Shishiwakamaru, 10 secondes pour être exact. Puis elle poursuivit, bon, puisque Kuwabara est, hors du ring, passons au combat suivant. Le vainqueur du 4e combat est Shishiwakamaru de l'équipe Uraotoji. Sur ce, tous les fans de Shishiwakamaru poussèrent des cris rauques et enthousiastes.
Ce faisant, Shishiwakamaru sortit à nouveau les dés de sa manche et les lança dans l'anneau. Cette fois, les données furent lues. Équipe Ura Otoji, Ura Urashima. Équipe Urameshi, J. Voyant le résultat du jet de dés, Shishiwakamaru attendit simplement sur le ring, décidant d'affronter lui aussi le combattant suivant. Pendant ce temps, James souriait à ses deux coéquipiers. Je sais que vous voulez vous battre, mais je prends celui-ci, a déclaré James avant d'entrer sur le ring. Pendant ce temps, de retour dans l'arène où se déroulaient les premiers tours du tournoi des ténèbres, une distorsion spatiale s'ouvrit à environ 6 mètres au-dessus du ring. Kuwabara tomba alors de la distorsion sur le ring en contrebas. Populaire. Aïe. Si tu penses que c'était. Kuwabara grimaça de douleur avant de crier sur son adversaire. Cependant, avant même d'avoir pu terminer, Kuwabara remarqua que l'atmosphère avait changé. Reconnaissant où il se trouvait, il sortit du stade en courant, tentant en vain de revenir sur le ring avant la fin du décompte de 10. De retour dans l'arène, Jury venait de présenter les combattants au public et de donner le signal du début du combat. À ce moment-là, James matérialisa Mangetsu no Shita sur sa hanche gauche et adopta une position d'Iedo. Shishiwakamaru fit de même avec son propre katana. Un instant plus tard, les deux combattants s'attaquèrent l'un à l'autre, dégainant leurs épées simultanément. Cliquetis. Des étincelles jaillirent lorsque les épées des deux combattants s'entrechoquèrent. L'instant d'après, James, de la main gauche, brandit le fourreau vers la gorge de Shishiwakamaru. Les yeux de Shishiwakamaru s'écarquillèrent et il recula pour éviter l'attaque surprise. Cependant, il perdit également la position nécessaire pour maintenir l'épée de James en place. Profitant de la position inconfortable de Shishiwakamaru, James déplaça son épée et la planta dans sa poitrine, le forçant à cambrer le dos pour éviter le coup fatal. Shishiwakamaru plaça alors ses deux mains sur l'anneau et le lança vers le menton de James, lui donnant un peu d'espace pour respirer. Profitant de l'élan du coup de pied, Shishiwakamaru pivota en arrière et adopta une posture de combat appropriée. James, quant à lui, avançait déjà pour poursuivre le combat. Ainsi, de nombreuses attaques furent échangées, contre-attaquées et parées dans les minutes qui suivirent. Cependant, James finit par prendre l'avantage. Profitant d'une ouverture laissée par Shishiwakamaru, James faillit lui couper la main droite. Cependant, juste avant que l'attaque de James ne touche, la poignée de l'épée de Shishiwakamaru s'est divisée en deux, révélant un visage mystérieux, inexpressif et charnu qui a tiré une explosion d'énergie en forme de crâne vers James. Cela poussa naturellement James à reculer pour éviter d'être touché par cette attaque sournoise. Après avoir tranché le crâne en reculant, James remarqua que la lame du katana de son adversaire était également devenue rouge. « Voici mon arme, le cri de la Banshee », dit Shishiwakamaru avec une certaine fierté. « Elle me permet d'utiliser les âmes de tous les démons morts à l'épée comme arme d'attaque. » L'appel strident de la mort. Dès que Shishiwakamaru cria le nom de sa prochaine attaque, il se mit à faire tournoyer le cri de la Banshee comme un bâton. Ce faisant, un son étrange sortit de la bouche du visage charnu. Et tandis qu'il frappait l'épée plus vite, la hauteur et le volume du gémissement augmentèrent, forçant les démons les plus faibles de la foule à se boucher les oreilles et à crier de douleur. Avec des adversaires plus faibles, mon Banshee Shriek est capable d'arracher leurs âmes de leur corps, a déclaré Shishiwakamaru avec un sourire sadique sur son visage. Soupir. Tu me regardes de haut, demanda James d'un ton exaspéré en se positionnant devant Jury. Il l'enveloppa ensuite de son énergie démoniaque et poursuivit, qu'est-ce que tu crois que ce petit tour de passe-passe va me faire? Réalisant que James la protégeait, Jury rougit légèrement en fixant le dos de James. Merci de me protéger, dit Jury d'un ton doux. Pendant ce temps, Chu, le premier adversaire de Yuzuki, faisait de même avec Kuto pour qu'il puisse continuer à commenter les combats. Irene érigeait également une barrière pour protéger son groupe. Je suppose que tu as raison, dit Shishiwakamaru d'un hochement de tête en arrêtant de faire tournoyer son épée. Puis, il abaissa la lame, frappant l'anneau avec la lame rouge. Cœur des 1000 crânes. Cette fois, des centaines, voire des milliers, d'attaques énergétiques en forme de crâne se matérialisèrent au-dessus du ring. Un instant plus tard, alors que la plupart des crânes chargeaient James, ou Jury derrière lui pour être exact, les crânes se dirigèrent vers les démons les plus faibles de la foule. Comme auparavant, Chu et Irene protégeaient ceux qu'ils souhaitaient protéger, tandis que James matérialisait Oshiru Sakura à sa hanche gauche. Puis, de la main gauche, il dégaina son épée à l'envers. Dansant avec grâce, tandis que de nombreux démons faibles de la foule perdaient la vie, James protégea Jury de l'assaut des crânes, les tranchant avec une élégance d'épée. Naturellement, tandis que James la protégeait, le rouge de Jury s'accentua. Soupir. Encore un accro, dit Irene en secouant la tête devant la passion qu'elle lisait dans les yeux de Jury. Oui, je comprends pourquoi tant de gens sont tombés sous son charme. Erza hocha la tête. Ta volonté de protéger les autres est admirable, et aussi très charmante. De retour sur le ring, après environ une minute, James parvint à détruire tous les crânes. Il regarda alors Shishiwakamaru avec un froncement de sourcils irrité. Je pense que j'en ai assez de toutes ces attaques aveugles, a déclaré James avant de disparaître devant Jury avec un flash step. Un instant plus tard, James se tenait devant Shishiwakamaru, lançant Oshiru Sakura vers son visage charnu, sous le coup de poing de Banshee Shriek. Puis, sans effort, l'épée d'Oshiru Sakura le transperça net. Profitant de son élan, James pivota et frappa Shishiwakamaru à la poitrine, provoquant un craquement esséurant qui résonna dans toute l'arène. Boum!
L'instant d'après, Shishiwakamaru dépassa Onji, bien plus vite que le démon au visage de clown ne pouvait le voir, avant de s'écraser contre le mur séparant la foule du ring. Un instant plus tard, une fois la poussière retombée, on pouvait voir Shishiwakamaru étendu parmi les décombres du mur effondré. Bien que Juri ait été un peu lente à réagir, elle a rapidement parlé dans le microphone une fois qu'elle s'est souvenue de son travail. Shishiwakamaru est sorti du ring. Je vais commencer à compter jusqu'à 10, dit Juri à la foule. 1. Sans même bouger, Shishiwakamaru resta immobile pendant que Juri comptait. Finalement, il eut 10 ans, mais Shishiwakamaru resta immobile. En fait, sans le léger mouvement de sa poitrine, personne ne saurait qu'il est encore en vie. 10, s'écria Juri. Puisque Shishiwakamaru n'a pas pu revenir sur le ring avant le compte de 10, le vainqueur du match est J, de l'équipe Urameshi. Chapitre 327, équipe Urameshi contre équipe Uraotoji 5. Monde humain, île du coup suspendu. Eh bien, il ne reste plus que toi, clown, dit James avec un sourire après que Juri lui eut annoncé la victoire. Pourquoi ne pas lancer les dés et voir qui te bottera le cul à la prochaine partie? Même si Onji serrait les dents en voyant James l'appeler simplement clown, il savait que James avait raison. Il ne lui restait plus qu'à tenter sa chance. Ensuite, il pourrait montrer la voie à l'équipe Urameshi. Très bien, dit Onji d'un ton théâtral en arrachant le reste de son déguisement, les vêtements de l'époque d'Edo qu'il portait. À la place, il portait un costume de clown rose vif. Je vais te montrer la puissance du véritable chef de l'équipe Uraotoji. Alors qu'Onji continuait de se vanter et de devenir une sorte de puissance suprême dans ce monde, Kuwabara finit par retourner à l'arène. Lorsqu'il rejoignit enfin le reste de l'équipe, il s'arrêta pour reprendre son souffle. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Demanda Kuwabara après avoir contrôlé sa respiration. Tu le seras pendant environ 400 secondes, commenta Yei. Alors, qui s'est battu derrière moi? Demanda Kuwabara avec curiosité. Après toi, J a combattu Shishiwakamaru, répondit Kurama. Puis il désigna les décombres où Shishiwakamaru gisait encore. Et comme tu peux le voir, J a gagné. Eh bien, au moins, ils ne l'ont pas renvoyé dans l'ancien stade comme ils l'ont fait pour moi, a déclaré Kuwabara d'un ton soulagé. Alors, c'est là que tu es allé, dit Yei d'un ton désintéressé. Finalement, Onji réalisa que personne ne lui prêtait attention. Il éleva alors la voix pour attirer à nouveau leur attention. Écoutez, bande d'idiots, hurla Onji, interrompant la conversation du côté de l'équipe Urameshi. Puisque je suis le seul survivant de mon équipe, je vais vous enrouler votre encre. Puis, avant que quiconque puisse commenter, Onji jeta l'encre portant les noms de l'équipe Urameshi sur le ring. Lorsque l'encre cessa enfin de couler, elle révéla le nom de Kuwabara. Ouais, maintenant j'ai une chance de me racheter, cria Kuwabara avant de sauter sur le ring. Au même moment, James haussa les épaules et se dirigea vers le bord du ring avant de descendre. Alors, on parie sur la durée du match et sur le vainqueur, demanda James en rejoignant le reste de son équipe. Non, cet idiot tombera dans un autre piège et ce sera la fin, dit Yei sans même regarder dans la direction de James. Soupir. J'aimerais pouvoir argumenter autrement, mais je sais que tu as raison. Au 6e combat du round, Onji de l'équipe Uraotoji affrontera Kuwabara de l'équipe Urameshi, dit Juri en désignant les deux combattants du doigt et en les présentant. Maintenant, que le 6e combat commence. Combattez. Une fois de plus, Kuwabara créa son épée spirituelle au signal de départ. Cependant, contrairement à la fois précédente, il n'attendit pas que son adversaire prépare sa propre arme. Au lieu de cela, il chargea et commença à brandir son épée. Oups, tu m'as manqué. Oh, désolé, meilleure chance la prochaine fois. Ah, tu étais si proche, n'abandonne pas maintenant. Onji continua à crier des mots quelque peu encourageants tout en esquivant sans effort les coups d'épée de Kuwabara, tout comme Shishiwakamaru l'avait fait. Bon sang, s'exclama Kuwabara, frustré. Pourquoi aucun d'entre vous ne veut se battre avec moi comme un homme? À ce moment-là, Onji était déjà parti et Kuwabara avait arrêté de le poursuivre par frustration. D'accord, mon grand, dit Onji en ouvrant les bras. Je reste ici et je te promets de ne pas m'éloigner. Est-ce suffisant? Bien, dit Kuwabara en recommençant à courir vers Onji. Pendant ce temps, tandis que Kuwabara se rapprochait, Onji commença à bouger ses bras en cercle. Il avança ensuite ses paumes vers l'avant, créant une sphère d'énergie noire et blanche entre elles. Oh, et c'est là le hic, dit James avec un sourire amusé sur son visage. Ouais, et cet idiot va aller droit au but, a ajouté Yei. Pendant ce temps, Kurama déplaçait son regard entre James et Yei avec un petit sourire sur son visage. Il semble que vous vous entendiez beaucoup mieux maintenant, commenta Kurama. Eh bien, tant mieux, non, répondit James en souriant. Après tout, il fera partie de ma noblesse après le tournoi. Eh bien, ça ne sert à rien de se mettre en colère contre quelqu'un qui va mourir dans quelques jours, répondit Yei en même temps. Je vois, répondit Kurama, décidant que le match était plus important. Pendant ce temps, Kuwabara venait de s'approcher d'Onji. Penses-tu que cette petite boule d'énergie suffira à m'arrêter? Cria Kuwabara en lançant son épée spirituelle vers Onji. Au lieu de réagir, Onji libéra simplement la boule d'énergie qu'il tenait, la laissant percuter l'attaque de Kuwabara. Cependant, à la surprise générale, dès qu'elle toucha l'épée spirituelle, la petite boule d'énergie d'Onji s'étendit pour encercler Kuwabara, l'immobilisant sur place. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Demanda Kuwabara,
paniqué, incapable de continuer. C'est ma sphère de voyage dimensionnel, répondit Onji. Puisque c'est moi qui ai fabriqué toutes les armes utilisées par le reste de mon équipe, il est logique que je puisse utiliser les techniques qu'ils pourraient utiliser sans équipement. Un instant plus tard, la sphère de voyage dimensionnel a commencé à tourner et à rétrécir. Oh non, s'exclama Kuwabara. Pas encore. Quelques secondes plus tard, la sphère de voyage dimensionnel et Kuwabara ont disparu du ring. Quand nous serons de retour à l'hôtel, je devrais avoir une longue conversation avec mon frère, dit Chizuru en faisant craquer ses jointures. La quantité de malice qui se dégageait de la déclaration de Chizuru était suffisante pour que tous ceux assis dans le groupe ressentent un certain niveau de pitié pour Kuwabara. Pendant ce temps, de retour sur le ring, Onji détenait à nouveau l'encre représentant l'équipe Urameshi. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'il ne reviendra pas avant la fin du compte à 10, non, dit Onji en lançant les dés dans sa main droite. Ma technique aurait dû l'envoyer au même endroit que le cap sans retour. Puis, sans attendre la réponse de quiconque, Onji laissa tomber l'encre. Tout le monde retint son souffle tandis que l'encre roulait sur la surface du ring. Lorsqu'elle cessa de rouler, Onji sourit en découvrant son prochain adversaire. Lors du 7e match de la première demi-finale, Onji affrontera J de l'équipe Urameshi, a déclaré Jury, annonçant le résultat du tirage au sort. Au revoir, fit en claquant la langue. Quel vénard. Au lieu de répondre, James sourit simplement et remonta sur le ring. Tout en marchant, il ouvrit la bouche pour parler à Onji. Je dois admettre que c'était assez intelligent de ta part d'inciter Kuwabara à t'attaquer comme ça, a déclaré James avec un sourire amical sur son visage. En entendant cela, l'ego d'Onji fut immédiatement flatté. Bien sûr, moi, la belle Suzuka, je rends tout ce que je fais spectaculaire, dit fièrement Onji, ou Suzuka. Suzuka, c'est donc ton vrai nom, demanda James. Non, 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 interrompit Suzuka. C'est belle Suzuka. C'est comme à Tribe Called Quest. Il faut le dire. Mais on ne peut pas t'appeler Suzuka, demanda James avec une expression innocente. Non, refusa Suzuka avec véhémence. Bien sûr, comme tu veux, Suzuka. James haussa les épaules. En fait, je suis surtout surpris que tu connaisses une tribu appelée Quest. Bref, que disais-je avant d'être interrompu? Alors que James commençait à se caresser le menton en réfléchissant, Suzuka devint de plus en plus irrité que James ne l'appelle pas par son nom correct. Oh, maintenant je m'en souviens, s'exclama James. J'allais te donner un titre pour souligner à quel point tu as attiré Kuwabara. Désormais, je t'appellerai masturbateur, enfin maître apateur. Sur ce, tout le monde dans l'arène, à l'exception de Keiko, qui était gêné de rire, et de Suzuka, pour des raisons évidentes, se mirent à rire aux éclats. Ça suffit, hurla Suzuka, imprégné d'une énergie démoniaque, réduisant la foule au silence. Commencez le match, que je puisse montrer à cet imbécile insolent les conséquences de ses moqueries. 7e partie du round, Suzuka. Dit Jury, commençant les présentations d'avant-combat comme elle le fait toujours. La belle Suzuka, cria Suzuka. Équipe Uraotoji contre équipe J, de l'équipe Urameshi. Jury continua, ignorant l'interruption de Suzuka. Que le match commence. Combattez. Dès le début du match, Suzuka se mit à tourner sur elle-même. Ce faisant, elle rassembla son énergie démoniaque au bout de ses doigts. Elle lança alors un rayon d'énergie démoniaque aux 7 couleurs vers James, qui ne prit même pas la peine de reculer. Rainbow Cyclone, cria Suzuka d'une voix chantante. En réponse à l'attaque de Suzuka, James recouvrit simplement sa main droite d'une fine pellicule de sa propre énergie démoniaque. Puis, lorsque l'attaque fut suffisamment proche, il la repoussa d'un geste sec. Aux yeux des spectateurs, c'était comme s'il chassait une mouche. Pendant ce temps, Suzuka ne pouvait qu'observer, incrédule. Elle avait déployé toute son énergie démoniaque dans cette attaque. Cependant, elle vit James le gifler comme s'il n'était rien de plus qu'une nuisance. Je suis vraiment très déçu, Suzuka, dit James d'un ton ennuyé. Je sens une puissance démoniaque en toi. Mais ton corps est si faible que tu ne peux même pas en utiliser la majeure partie. Bon sang, ton chef, Shishiwakamaru, est encore plus fort que toi en ce moment. Faible, demanda Suzuka d'un ton incrédule. Tu as dit que j'étais faible? Mon corps est-il faible? Ouais. La vérité fait mal, n'est-ce pas, répondit James. En entendant cela, le visage de Suzuka se tordit de colère. Elle adopta alors la posture d'une culturiste et commença à inonder son corps d'énergie démoniaque. Je vais te montrer à quel point tu as tort, hurla Suzuka. Corps d'acier, explosion musculaire. À ce cri, les vêtements de Suzuka se déchirèrent, ses jambes remplissant entièrement son pantalon sous l'effet de la prise de masse musculaire. Puis, une fois de plus, Suzuka se mit à adopter différentes postures de musculation. Toguro n'a rien contre moi, s'écria Suzuka, excitée. Pendant ce temps, dans l'un des salons VIP, Toguro posa un verre de jus d'orange sur la table à côté de son siège. Puis, il regarda Suzuka et prononça un seul mot. Poids-plume. De retour sur le ring, Suzuka ignorait totalement les pensées de Toguro. Cependant, elle continuait à se comporter comme s'il n'existait aucun corps physique plus grand dans le royaume. Regardez ses muscles. Ils sont parfaitement proportionnés, dit Suzuka, commençant à flatter son ego. Ni trop massif, ni trop maigre. Juste parfait. Ouf.
Incapable de supporter les insultes de Suzuka, James, utilisant uniquement sa force physique, se précipita et frappa Suzuka à la mâchoire. Il attrapa ensuite le nez du clown en caoutchouc, le tirant aussi loin qu'il le put avant de le lâcher et de lui asséner un coup de poing au visage, lui cassant le nez. Après cela, James asséna près de 400 coups de poing en 10 secondes. Coups de poing, coups de pied, coups de coude, coups de genou et coups de tête s'abattèrent sur tout le corps de Suzuka. À la fin, près de la moitié des os de Suzuka étaient brisés, plus de la moitié de ses dents étaient dans l'anneau, ses 2 yeux étaient gonflés et fermés, son nez était cassé, elle saignait de la bouche et du nez, et toute la peinture de son visage avait été enlevée. À la surprise de James et de tous les autres, Suzuka était encore debout après avoir reçu une telle raclée. Pourtant, il était parfaitement immobile, les bras ballants. Ai-je été trop doux avec lui, se demanda James en se caressant le menton. Puis, dans un éclair de génie, James frappa du poing droit sa main gauche. Oh, je sais ce que c'est. Un instant plus tard, James posa sa main gauche sur le front de Suzuka. Puis, avec un minimum de force, il repoussa sa tête en arrière. Puis, avec un peu de force, Suzuka retomba sur le ring. Voilà, c'est beaucoup mieux, dit James en hochant la tête avec satisfaction. J'étais juste inconscient, debout. Inutile de dire que Suzuka n'a pas pu se lever avant que Juri ait pu terminer son compte jusqu'à 10. Le round est terminé, dit Juri en haussant la voix. Le vainqueur du match et du round est l'équipe Urameshi. Chapitre 328, la mort de Genkai. Monde humain, il du coup suspendu. Après l'annonce du résultat du match, l'équipe Urameshi quitta sans tarder l'arène et regagna son logement. Cependant, en quittant le ring, aucun d'eux ne remarqua le regard nostalgique que Juri lança à James. Naturellement, après avoir quitté l'arène, l'équipe retrouva Irene, Erza, Genkai et les autres. Dès leur apparition, Kuwabara se détacha de ses coéquipiers et s'approcha de Yukina, qui se tenait aux côtés de Keiko et Shizuru. Et Yukina, je vois que tes serviteurs sont avec toi aujourd'hui aussi, dit Kuwabara en plaisantant. Populaire. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer ou que Yukina ne puisse répondre, Shizuru lança un coup droit qui atterrit sur le menton de son jeune frère, le faisant tomber sur ses fesses. Pourquoi m'as-tu appelé demanda Shizuru, l'air menaçant. Ah, allez, ma sœur, tu sais que je plaisantais, dit Kuwabara en se frottant le menton. Puis, sans prêter plus d'attention à sa sœur, il se leva et continua. Alors, tu as regardé le match? Oui, vous avez tous travaillé dur pour gagner, a déclaré Yukina avec un sourire agréable sur son visage. Pas lui, dit Yei, intervenant dans la conversation tout en désignant Kuwabara. Et, qu'est-ce que tu veux dire par là demanda Kuwabara d'un ton offensé. J'ai combattu autant que toi. Ouais, et tu les as perdus tous les deux, dit Yei avec dédain. Tandis que Yei et Kuwabara continuaient de se disputer, James, Irene, Erza et Genkai discutaient également en marchant derrière le groupe. Bien qu'ils aient remarqué que Botan et Kurama essayaient d'écouter la conversation, aucun d'eux n'y prêta attention. Alors, as-tu réfléchi à ma proposition demanda James, le regard grave, tout en souriant à Genkai. Oui, mais je n'en suis pas encore sûr, répondit Genkai. Eh bien, si les choses se passent comme tu l'espères, tu devrais me donner une réponse avant qu'il ne soit trop tard, dit James, son véritable objectif n'étant pas clair. Je suis sûr que Yuzuki te demandera de le faire de toute façon, dit Genkai avec un petit sourire affectueux sur les lèvres. Il te respecte vraiment, dit Irene avec un sourire également. Cela ressemble plus à de l'amour qu'à un simple respect, dit Erza en souriant également. Eh bien, si vous saviez dans quel genre de foyer il a grandi, vous comprendriez pourquoi il considère Genkai comme plus qu'un simple mentor, répondit James en réponse audio mère-fille. Et pour être honnête, même s'il ne l'admettrait probablement pas aujourd'hui, rencontrer Genkai a probablement été la meilleure chose qui lui soit arrivée. Même si elle ne souriait pas, il était clair pour quiconque regardait que Genkai était heureux de savoir qu'elle avait une influence aussi positive sur son disciple. Alors que le groupe continuait de marcher et de discuter, ils arrivèrent enfin à l'hôtel. Ils se dirigèrent rapidement vers la suite et y entrèrent. La première chose qu'ils virent fut Yuzuki endormi sur l'un des canapés, puis allongé sur sa poitrine. Qu'est-ce qui ne va pas avec Urameshi demanda Kuwabara en s'approchant de Yuzuki endormi. Puis, lorsqu'il fut assez près pour le voir clairement, il recula. Burke, pourquoi est-il couvert de sang séché? En entendant cela, Keiko fut la plus réceptive. Elle dépassa immédiatement le reste du groupe et regarda Yuzuki avec attention. Puis, après quelques secondes, elle écarta de la main droite la frange de Yuzuki, un sourire aux lèvres. Tu ne sais que m'inquiéter, dit Keiko. Puis elle cessa de caresser les cheveux de Yuzuki et lui pinça le nez avec un sourire espiègle. Tu ne peux pas me laisser pousser un soupir de soulagement? Finalement, Yuzuki, alors qu'il dormait encore, tapota faiblement la main de Keiko. Assez, Keiko, murmura Yuzuki dans son sommeil. En voyant cette interaction, tous les membres du groupe, sans exception, se sentirent un peu réconfortés. Cependant, cela ne pouvait pas durer, car le groupe voulait célébrer sa victoire et être la première équipe à atteindre la finale du tournoi des ténèbres. Kuwabara, emmène Yuzuki dans sa chambre, ordonna Genkai. Je l'ai laissé là après l'entraînement uniquement pour pouvoir rejoindre l'arène rapidement. Obéissant à l'ordre de Genkai, Kuwabara se pencha pour soulever Yuzuki et le placer sur son épaule. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Keiko prit rapidement puis et serra la petite bête spirituelle dans ses bras. Kuwabara prit ensuite Yuzuki dans ses bras.
Keiko et lui quittèrent la pièce. Quelques instants plus tard, Kuwabara et Keiko sont revenus. Puis, comme après chaque victoire, l'équipe Urameshi a fêté ça avec des boissons, des conversations et des rires. Le lendemain matin, après le réveil de la plupart des résidents de la suite, ils s'assirent tous ensemble pour prendre leur petit déjeuner, sauf Yei, qui décida qu'il serait plus judicieux de consacrer son temps à l'entraînement. Urameshi dort encore, demanda Kuwabara avant de manger un peu de son petit déjeuner. Oui, l'épreuve que je t'ai fait subir hier a été très épuisante pour ton corps et ton esprit, répondit Janké. Tu devrais le laisser dormir. Oui, mais... dit Kuwabara en regardant avec inquiétude la porte du dortoir de Yuzuki. Et s'il dormait quelques jours comme au début du tournoi? Il pourra dormir après la finale. Tu n'as pas à t'inquiéter, Kuwabara, répondit Janké sans changer d'expression. Il se réveillera avant la finale, qu'il le veuille ou non. Au lieu d'afficher un sourire joyeux, Kuwabara regarda Janké avec encore plus d'inquiétude. Bien qu'il ne fût pas particulièrement sensible aux émotions des autres, il savait que les paroles de Janké étaient menaçantes. Bref, dit Janké, faisant visiblement de son mieux pour changer de sujet. Est-ce que l'un d'entre vous compte regarder une autre demi-finale aujourd'hui? Je vous le suggère. Je pense que je vais accepter cette suggestion. Kurama hocha la tête. Ce sera bien de savoir à quoi s'attendre pour le prochain match. Hochant la tête en réponse, Janké balaya la salle du regard. En voyant Kuwabara, il comprit qu'il ne servirait à rien de savoir à quoi s'attendre de la part de ses adversaires au prochain tour. En même temps, il savait que James avait le pouvoir de renverser la situation à volonté, il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. Je vais passer mon temps dans la suite, répondit James en réponse à la question de Janké. Je vais travailler mon contrôle énergétique. Penses-tu pouvoir m'aider à mieux contrôler mon énergie? Demanda Kuwabara, surprenant tout le monde dans la salle. Que Kuwabara ait demandé un entraînement n'a pas surpris tout le monde. En fait, tout le monde savait que Kuwabara était très assidu à l'entraînement. Cependant, il accordait plus d'importance à l'augmentation de sa force brute qu'à sa maîtrise de l'énergie. Sa demande d'entraînement au contrôle a donc dépassé toutes les attentes. Bien sûr, répondit James en souriant. Mais tu vas me prendre pour un fou quand je te ferai commencer cet entraînement. Tu vas utiliser le tour de l'eau? Demanda Irène avec curiosité. Oui. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre les bases du contrôle de l'énergie. Cette déclaration a piqué la curiosité de tous quant à la nature de ce tour d'eau. Puis, dès le petit déjeuner terminé, tout le monde a regardé James remplir un bol d'eau et y plonger son doigt sans provoquer la moindre ondulation à la surface. Ensuite, comme il l'avait expliqué à tous ceux à qui il avait enseigné cette méthode, il expliqua comment utiliser cet entraînement et montra ce qu'on pouvait faire en prenant une boule d'eau et en la lançant entre ses mains. Le reste de la matinée fut donc consacré à Kuwabara, et même à Kurama, utilisant la méthode d'entraînement au bol d'eau, tandis que James et Irene s'entraînaient à la maîtrise avec des méthodes plus avancées. Erza, quant à elle, s'entraînait à l'escrime dans le jardin de l'hôtel. Finalement, la matinée prit fin et Kurama quitta la chambre d'hôtel pour assister à la demi-finale avec l'équipe Toguro. Mais avant cela, il devait se changer. Depuis l'entraînement, Kuwabara et lui étaient trempés. Et la pièce où il s'entraînait avait connu des jours meilleurs, elle aussi trempée par les éclaboussures. Peu après le départ de Kurama, Janké décida lui aussi d'aller se promener. Cependant, avant de partir, il prit soin de parler à Keiko, lui demandant de veiller sur Yuzuki, car elle savait combien il s'aimait, et à Botan, lui demandant de continuer à soutenir Yuzuki dans son travail de détective spirituel. Chizuru, qui traînait avec Keiko et Botan, resta muette pendant ces échanges. Elle souriait de toutes ses forces, sentant que quelque chose de grave allait se produire. Pendant ce temps, Yukina, également présente, resta silencieuse, partageant le même sentiment que Chizuru. Après avoir fait la paix avec les deux personnes les plus impliquées avec Yuzuki, il se rendit chez Kuwabara, qui s'entraînait toujours avec la méthode du bol d'eau. Kuwabara, dit Janké après avoir observé les courses de Kuwabara pendant quelques minutes. Madame, dit Kuwabara, interrompant son entraînement pour écouter un vieil homme. Fais attention à ne pas perdre ton bon cœur, ordonna Janké. Yuzuki aura besoin de quelqu'un comme toi à ses côtés quand les choses se corseront. Bien sûr, répondit Kuwabara d'un ton confus. Je vais me promener, dit Janké après avoir salué Kuwabara confus avant de se retourner et de s'éloigner. Janké quitta alors l'hôtel. Cependant, dès qu'elle franchit la porte d'entrée, elle tomba sur James, appuyé contre le mur à côté de la porte. J'ai besoin de ta réponse, Janké, dit James, son sourire habituel disparaissant de son visage. Tu sais que je ne peux pas attendre longtemps. Soupir. Si Yuzuki te le demande, fais-le, dit Janké d'un ton résigné. Fais-le seulement s'il peut d'abord se sortir la tête du cul. Je ne sais pas ce que Toguro fera s'il n'obtient pas le combat qu'il souhaite. Je suis sûr que je peux imaginer ce qu'il va essayer, a déclaré James avec un sourire ironique, se rappelant ce que Toguro a fait pour amener Yuzuki à montrer tout son potentiel. Très bien, je ferai confiance à votre jugement sur cette question, dit Janké en hochant la tête. Sur ce, Janké partit sans un mot. En la regardant partir, James ne put s'empêcher de secouer la tête. Il savait que Janké mourrait aujourd'hui, et que cela ferait terriblement mal à Yuzuki. Mais il ne pouvait pas entraver son développement. Soupir. Je surveillerai tout et j'agirai quand Yuzuki sombrera dans la tristesse, se dit James en se retournant et en entrant dans l'hôtel.
1 heure plus tard, James sentit 2 auras relativement puissantes entrer en collision au loin. Au même moment, les yeux de Yuzuki s'ouvrirent. Puis, pris d'une violente impulsion, il se redressa, l'air inquiet. Entendant le mouvement brusque de Yuzuki, Kuwabara interrompit son entraînement et entra dans sa chambre. En le voyant, Yuzuki fut plus que surpris. Kuwabara était trempé et laissait des traces de pas humides, accompagnées d'un craquement, à chacun de ses pas. « Oh, bien, tu es réveillé » dit Kuwabara d'un ton légèrement soulagé. « Je pensais que tu dormirais pendant les examens. » Secouant la confusion qu'il ressentait en voyant l'état actuel de Kuwabara, les yeux de Yuzuki se plissèrent alors qu'il ouvrait la bouche pour parler. « Où est Janké » demanda Yuzuki d'un ton exigeant. « Je ne sais pas » répondit Kuwabara, un peu surpris par le ton de Yuzuki. Il a dit qu'il allait se promener. « Idiot, pourquoi l'as-tu laissé partir seul » demanda Yuzuki en sautant du lit et en courant hors de la pièce. Pendant ce temps, Kuwabara ne pouvait que regarder Yuzuki partir, l'air confus. En fait, il était tellement désemparé par ce qui se passait qu'il ne remarqua même pas que James s'approchait derrière lui jusqu'à ce qu'il sente la main de l'homme se poser sur son épaule. « Ne t'inquiète pas » dit James en tapotant l'épaule de Kuwabara. « Je te suivrai et veillerai à ce qu'il ne se passe rien. » Avant que Kuwabara ne puisse répondre, James quitta la pièce à son tour. Il prévint ensuite Irene de son départ avant de suivre Yuzuki hors de l'hôtel. Bien que beaucoup plus rapide que Yuzuki, James suivit le détective spirituel à distance. Il se souvenait de la mort de Janké dans l'anime. Et vu l'excitation qu'il avait ressentie en la voyant à la télévision dans sa vie passée, il décida de ne pas y assister en personne cette fois-ci. Lorsque James arriva enfin, Janké venait de rendre son dernier souffle dans les bras de Yuzuki. Pendant ce temps, le plus jeune des frères Toguro, contre lequel Janké venait de se battre et de perdre, se tenait à quelques pas du duo maître-disciple. James regarda alors Yuzuki déposer le corps de Janké au sol. Puis, mêlé de colère et de tristesse, il attaqua Toguro, le frappant de toutes ses forces. Malheureusement, tout cela ne suffisait pas. Ayant pris beaucoup plus de masse que lors de son combat contre les guerriers de l'esprit de la team, Toguro bloqua le coup de Yuzuki de la seule main gauche. Il frappa ensuite Yuzuki, le projetant en arrière à travers plusieurs arbres avant que son élan ne soit interrompu par sa collision avec un arbre particulièrement imposant. « Tu n'y es pas encore, Yuzuki » dit Toguro en regardant sa main gauche dont les doigts étaient maintenant brisés et qui guérissait rapidement. « Mais tu n'en es pas loin. » « Ne t'inquiète pas, je m'assurerai qu'il soit exactement là où tu veux qu'il soit quand vous commencerez à vous battre, » dit James derrière Toguro. En entendant cette voix, l'expression de Toguro resta inchangée. Cependant, il se retourna et frappa de toutes ses forces la personne qui avait réussi à se placer derrière lui sans qu'il ne s'en aperçoive. Frappé. Ce coup fut cependant arrêté sans effort lorsque James leva sa main gauche. « Calme-toi, mon grand, » dit James avec indifférence. « Je n'ai aucune intention de m'immiscer entre toi et Yuzuki. Il a autant besoin de ce combat que toi. Oh, mais je tuerai ton frère pendant la finale. C'est non négociable. Il est devenu ignoble au fil des ans. » À en juger par son expression, Toguro se fichait de ce qui arriverait à son frère demain. Après avoir repris sa taille normale, Toguro alla chercher son manteau, le ramassa, le jeta sur son épaule et s'éloigna. « J'espère que Yuzuki ne me décevra pas, » dit Toguro en continuant à s'éloigner. En entendant cela, James sourit. Puis il s'approcha de Yuzuki, toujours assis contre l'arbre qu'il avait heurté. Chapitre 329, parler à Yuzuki. Monde humain, il du coup suspendu. En quittant l'arène, Kurama se sentit un peu mal à l'aise. Après avoir assisté au match de l'équipe Toguro, il réalisa qu'il était complètement vaincu. De la façon dont lui a brandi sa hache massive et a réduit son adversaire en pièces, à la façon dont Karasu a fait exploser son adversaire avec peu d'efforts ou de mouvement, et enfin, à la façon dont Elder Toguro a manipulé la forme de son corps pour vaincre les 3 membres restants de l'équipe adverse. De plus, il y a eu sa rencontre avec Karasu sur le chemin du retour. Sans même sentir son approche, Kurama se retrouva aux prises avec Karasu. L'emprise de Karasu, qu'il pressentait être la cause de la mort fulgurante de son adversaire, n'était qu'à quelques centimètres de son visage. Et le sentiment de savoir qu'il ne pouvait rien faire pour s'échapper hantait chacune de ses pensées. Si je veux survivre à ce tournoi, je dois trouver une stratégie viable, pensa Kurama en se dirigeant vers l'hôtel où lui et le reste de l'équipe séjournaient. Si seulement je pouvais emmener Yoko avec moi pour le combat. Dès que cette pensée lui traversa l'esprit, les pensées de Kurama furent obligées de s'arrêter complètement alors qu'il sentait une présence puissante mais familière disparaître. Ah, non. Janké, comment a-t-il pu ? Murmura Kurama alors qu'il commençait à courir vers l'endroit où il avait ressenti la présence pour la dernière fois. Pendant ce temps, Yei, qui s'entraînait depuis l'aube, sentit également la disparition de la présence de Janké sur l'île. Merde. Murmura Yei alors qu'il terminait son entraînement et commençait à marcher vers l'endroit où il avait senti pour la dernière fois la présence de Janké. Non seulement Kurama et Yei, mais aussi Koenma, Botan, Yukina, Chizuru, Irene, Erza et tous les membres de l'équipe Toguro sentaient que Janké n'était plus en vie. Et ils savaient tous que Toguro en était la cause. Tandis qu'Irene et Erza attendaient ce dénouement, grâce à leur discussion avec Janké, Botan, Yukina et Chizuru ressentirent une sensation de malaise. Koenma, pour sa part, s'attendait également à ce que cela se produise, mais il ressentait une grande tristesse à la mort d'un vieil ami. La seule personne dotée d'une conscience spirituelle raisonnable à ne pas avoir réagi à la mort de Janké était Kuwabara.
Cependant, personne ne savait si c'était parce qu'il ne ressentait rien ou parce qu'il ne croyait pas à la véracité de ses sentiments. Au lieu de cela, il était occupé à arpenter la rue devant l'hôtel, se demandant pourquoi Yuzuki et James s'étaient enfuis. C'était pathétique, dit James en s'approchant de Yuzuki, qui était assis immobile contre l'arbre dans lequel il s'était écrasé. Cependant, Yuzuki ne répondit pas à l'insulte de James. Au lieu de cela, il continua de baisser la tête tristement. Si tu agis comme ça, j'aurais dû laisser Toguro te tuer, toi et tous ceux que tu connais et aimes, dit James avec dédain. Dire qu'elle tenait autant à quelque chose d'aussi pathétique. Réveille-toi. Murmura Yuzuki, interrompant le discours de James. Pardon, ça te dérangerait de répéter, demanda James d'un ton moqueur. Ou est-ce que tu comptes continuer à te retenir comme tu l'as fait avec ce coup il y a quelques secondes? J'ai dit. Dit Yuzuki, les yeux injectés de sang, l'air furieux. Ferme-la. Avec cette exclamation, l'énergie spirituelle de Yuzuki, ou son pouvoir magique, surgit, provoquant des ondulations dans l'air et un léger affaissement du sol autour de lui. Grogna James, fixant toujours Yuzuki avec un sourire dédaigneux. Je croyais que tu tenais vraiment à elle, mais si c'est tout ce que tu veux me montrer, alors je suppose que j'avais tort. Ferme-la, rugit Yuzuki en se levant, la colère flamboyante dans le regard. Ne me parle pas comme si tu me connaissais. Avec ce cri, Yuzuki attaqua James, la colère alimentant son attaque. Boum. Cependant, dès qu'il fut à sa portée, James jeta le plus jeune au sol, soulevant poussière et feuilles mortes sous la force du coup. James maintint alors Yuzuki en place tout en continuant de parler. Allez, mec, c'est tout, demanda James avec un sourire. Si c'est tout ce que tu peux me montrer, alors je devrais peut-être tuer tous tes amis et tes proches. En entendant cela, la colère de Yuzuki devint encore plus intense. Au moins, si c'est moi qui fais ça, ils ne souffriront pas plus que nécessaire, dit James, son ton dédaigneux laissant place à la compassion. Mais si tu combats Toguro comme ça, il te torturera à coup sûr. Peut-être même devant toi, juste pour que tu lui donnes le combat qu'il désire. Imaginez James tuer Keiko, Kuwabara et sa mère augmenta encore le pouvoir de Yuzuki. Cependant, malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à échapper à l'emprise de James. Lorsque James évoqua la façon dont Toguro les torturerait probablement et qu'il pourrait être contraint d'assister à la scène, le pouvoir de Yuzuki atteignit ses limites. Je t'ai dit de la fermer, cria Yuzuki une fois de plus. Cette fois, lorsque Yuzuki rugit, son énergie spirituelle fut suffisamment puissante pour repousser James, mais pas très loin. Néanmoins, cette distance fut largement suffisante pour que Yuzuki se remette sur pied. Puis, une fois de plus, la colère alimentant ses actions, Yuzuki se jeta sur James et le frappa de toutes ses forces. Cependant, contrairement à la dernière fois, James ne put l'éviter facilement et contre-attaquer. Il fut contraint de le bloquer. Comme Toguro l'avait fait plus tôt, James leva la main gauche et attrapa le cou de Yuzuki. Cependant, contrairement à Toguro, la main de James resta indemne. Au lieu de cela, la collision créa une onde de choc qui fit tomber les arbres les plus fins autour du duo. Bien, dit James avec un large sourire en saisissant le poing de Yuzuki. Maintenant qu'on a brisé ce mur de merde que tu as érigé entre toi et tes émotions, on peut te préparer à écraser Toguro. En entendant ces mots et en voyant le large sourire sur le visage de James, Yuzuki comprit ce que James faisait. Bien qu'il comprenne ce qui se passait, Yuzuki était toujours contrarié. Tu trouves ça amusant de jouer avec mes émotions, grogna Yuzuki. Bien sûr, répondit James avec joie. Putain, dit Yuzuki en balançant sa jambe gauche au-dessus de la tête de James. Lâchant le poing de Yuzuki, James esquiva le coup. Puis, avec suffisamment de force, il pressa ses mains sur la cuisse de Yuzuki et le fit tomber sans effort. Allez, mec, dit James, toujours souriant. Ça n'aurait jamais marché il y a quelques jours. Même si tu as désormais le pouvoir de tuer Toguro, tu ne peux même pas l'utiliser correctement. Tandis que James parlait, Yuzuki se releva d'un bond et l'attaqua une fois de plus. Il lança un nouveau coup de poing, espérant que James le rattraperait comme la dernière fois. Et s'il y parvenait, Yuzuki avait prévu une autre attaque. Cependant, James esquiva le coup de Yuzuki, contrairement aux attentes du détective spirituel. Puis, lorsque Yuzuki fut pris au dépourvu, James le gifla, l'envoyant voler avant de s'écraser contre l'arbre où il se trouvait quelques instants plus tôt. Au lieu de se précipiter pour attaquer à nouveau, Yuzuki se releva lentement. Pendant ce temps, il observait James autant que possible, cherchant la meilleure stratégie pour sa prochaine attaque. Bien, puisque tu t'es un peu calmé. Dit James en se tournant vers l'endroit où Genkai et Toguro s'étaient battus. Tu crois que tu pourrais retenir cette pensée une minute? Puis, comme s'il ne se battait même pas à ce moment-là, James commença à reculer. Voyant là une opportunité, Yuzuki courut vers James aussi vite qu'il le pouvait, la main inclinée vers l'arrière pour lui asséner un nouveau coup à l'arrière de la tête. Sérieusement, as-tu oublié à quel point ma capacité de détection est précise, demanda James en se baissant nonchalamment sous le cou de Yuzuki avant de lui saisir fermement le bras. Bon, puisque tu es pressé, tu peux y aller. On se retrouve dans une minute. Après avoir dit ce qu'il voulait, James jeta Yuzuki par-dessus son épaule. Cependant, au lieu de le jeter au sol, il projeta Yuzuki dans les airs, au-dessus des arbres. C'est quelque chose sur lequel tu vas vraiment devoir travailler, dit James. As-tu oublié qui je suis, ou plutôt ce que je suis, à cause de ta colère ou quelque chose comme ça?
Quelques secondes plus tard, Yuzuki tomba du ciel et atterrit agilement près du corps de Janké. En voyant à nouveau le corps sans vie de son maître gisant au sol, Yuzuki, pour la première fois depuis longtemps, sentit les larmes lui monter aux yeux. Comme James l'avait dit, Yuzuki avait érigé un mur entre lui et ses émotions. Pour la simple et bonne raison que montrer ses émotions ne correspondait pas à l'image de dur à cuire qu'il avait en tête. Cependant, maintenant que James avait impitoyablement abattu ce mur, Yuzuki pouvait enfin faire le deuil de Janké, ce qu'il n'avait pas fait lorsqu'elle était morte dans ses bras. Environ une minute plus tard, James entra dans la clairière. Il vit alors Yuzuki assis par terre, tenant la main froide et indifférente de Janké, le visage ruisselant de larmes. PFFF. Il n'a que 14 ans, murmura James en regardant l'adolescent au cœur brisé devant lui. C'est vraiment quelque chose qu'il n'aurait jamais dû vivre. Le destin est parfois cruel. Tandis que James marmonnait pour lui-même, il continua de s'approcher des cadavres de Yuzuki et Janké. Cependant, Yuzuki semblait tellement plongé dans ses pensées qu'il ne remarqua pas l'approche de James. Voyant qu'il passait inaperçu, James sourit malicieusement. Puis, les ayant rejoints, sans alerter Yuzuki, James tendit sa main gauche vers la poitrine de Janké. Un instant plus tard, 2 pièces de pion apparurent, flottant au-dessus de sa paume tendue. Il laissa alors les 2 pièces maléfiques retomber sur la poitrine de Janké. Après cela, James attendit simplement. Cependant, son sourire s'élargit lorsque Yuzuki ne remarqua pas les pièces maléfiques s'enfoncer dans la poitrine de Janké. Pendant ce temps, comme James l'avait observé, Yuzuki avait complètement oublié toute la colère qu'il ressentait envers lui, qui avait joué avec ses émotions, en revoyant Janké. Alors, au lieu de courir combattre James à nouveau, il s'assit, prit la main froide de Janké et ferma les yeux. Dans les minutes qui suivirent, il se souvint simplement de tout le temps qu'ils avaient passé ensemble. Il était donc naturel que Yuzuki ait raté le moment où James a réincarné Janké en démon. « Tu n'as pas assez pleuré, idiot », dit Janké, faisant croire à Yuzuki qu'il hallucinait. « Ou as-tu réussi à te transformer en garce pendant ma mort ?» Bien qu'il ait cru halluciner en entendant la première question de Janké, sa seconde lui fit ouvrir les yeux, un mélange de choc et de perplexité se lisant sur son visage. Puis, il fut complètement déconcerté en voyant la main qu'il tenait. La femme dont il tenait la main avait les cheveux roses, comme le Janké qu'il connaissait. Cependant, les siens étaient d'un rose bien plus vif. Ils ressemblaient à ceux de Janké lorsqu'elle avait atteint son apogée, avant son test d'héritage. Maintenant que je la regarde de plus près, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la vieille sorcière qui m'a appelé hier, dit Yuzuki en lâchant la main de Janké et en se frottant les yeux. Mais comment? Elle est morte, non? Enfin, je l'ai vue mourir. PFF. Tu es vraiment un idiot, dit Janké après avoir vu la confusion dans les yeux de Yuzuki. Tu as oublié qui est quoi. Avant de continuer, Janké marqua une pause. Puis, il commença à scruter les alentours à la recherche de présence. Sentant 2 présences familières à proximité, il secoua la tête et poursuivit. J'y ai, demanda Janké, terminant sa question précédente. Yuzuki comprit immédiatement de quoi Janké parlait. Il avait d'ailleurs assisté aux réincarnations de certains membres de la noblesse de James. Il avait également entendu dire que quelqu'un pouvait être ressuscité immédiatement après sa mort grâce aux pièces maléfiques. Après avoir stimulé sa mémoire, Yuzuki regarda James avec une expression comme s'il venait d'être trahi. « Allez, ne me regarde pas comme ça, » dit James avec un sourire ironique. « Je t'ai dit que j'agissais comme ça pour te faire sauter par-dessus le mur que tu avais érigé autour de tes émotions, pas vrai? Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu pouvais la réincarner en démon ?» demanda Yuzuki d'un ton agressif. « Premièrement, c'est le diable, pas le diable lui-même. Et deuxièmement, ça dépend de toi, mon frère, dit James en désignant Yuzuki. Quand j'ai pensé que tu t'étais calmé, je suis revenu ici et je t'ai dit d'attendre. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, tu as attaqué, pensant que c'était une bonne occasion. » Cette déclaration fit ouvrir grand la bouche à Yuzuki. Il la referma, le visage rougi par l'embarras. Bref, maintenant que le spectacle est terminé, retournons à l'hôtel, dit James en revenant à l'hôtel. Puis, après avoir commencé à marcher, il regarda dans une certaine direction. J'ai faim. Yay, Kurama, vous venez tous les deux? Chapitre 330, avant la finale. Monde humain, île du coup suspendu. Après la mort et la réincarnation de Janké, les membres de l'entourage de l'équipe Urameshi qui ont senti la mort de Janké, outre Irene et Erza, ont été confus lorsqu'ils l'ont vu revenir à l'hôtel avec James, Yuzuki, Yei et Kurama. Bien qu'ils fussent surpris de la voir vivante, ils le furent encore plus de la voir retrouver sa jeunesse. Finalement, on expliqua au groupe que Jacques l'avait ressuscité et l'avait intégré à sa noblesse, et tous acquiescèrent avec une certaine compréhension. Alors, Janké-san est-elle comme Irene et Erza, maintenant, demanda Keiko. Considérant que Keiko était un être humain normal dans tous les sens du terme, James a pris le temps de tout lui expliquer patiemment. C'est vrai. James hocha la tête. Elle s'est transformée en démon, comme nous 3. Tu les aimes, dit Yei avec dédain. HMPH. Ne me fais pas rire. Tu es encore à moitié. Avant que Yei ait pu terminer sa phrase, une immense envie de tuer s'abattit sur lui, le coupant net. Sentant cette immense envie de tuer, Yei écarquilla les yeux tandis que son jagan commençait à briller à travers son bandeau. Si tu veux vivre assez longtemps pour participer à la finale, Yei, je te conseille de ne pas finir cette phrase, dit James d'un ton menaçant.
Toi, plus que quiconque, tu devrais savoir ce que c'est que d'être rejeté parce qu'on est différent. Tout en parlant, James jeta un bref regard à Yukina. Un instant si bref, en fait, que personne, à part Yae, ne le remarqua. En voyant ce regard, Yae comprit qu'il en avait trop dit. Étant donné qu'il avait été exilé enfant simplement parce qu'il était né de sexe masculin, James avait raison. Bien sûr, Yae était trop fier pour admettre qu'il avait dit quoi que ce soit qu'il n'aurait pas dû. Hein, grogna Yae en détournant le regard intense de James. Juste une menace en l'air. Bien qu'il ait dit que c'était une menace en l'air, Yae s'assura de ne pas terminer sa phrase avant que James ne l'interrompe. Comprenant cela, James sourit et retira son intention meurtrière. Alors que les membres les moins expérimentés du groupe pensaient que Yae avait reculé parce qu'il savait qu'il avait tort, ce qui était vrai, les combattants les plus expérimentés regardaient James avec surprise dans les yeux. Putain, pensa Yuzuki. Ce n'était même pas dirigé contre moi, et je sens le dos de ma chemise trempé de sueur. Comment un adolescent peut-il condenser autant d'intentions meurtrières, pensa Kurama. Le plus terrifiant, c'est que ça n'a pas été filtré par Yae. Il maîtrise encore mieux son aura que la dernière fois qu'il l'a déployé, pensa Janké en regardant James. On comprend aisément pourquoi Maître Skatash est si fier de lui. Au fait, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour le reste de la soirée, demanda James au reste du groupe en souriant. Je vais me promener. J'ai beaucoup de choses à penser, dit Kurama d'un ton calme. Je pense que je vais aller me promener aussi, dit Kuwabara. J'ai passé toute la journée dans ma chambre aujourd'hui. Alors je vais me dégourdir un peu les jambes. Hochant la tête en signe de compréhension, James tourna ensuite la tête vers Yuzuki. Je te conseille de te reposer, Yuzuki, dit James en souriant. Tu vas te battre contre moi toute la journée de demain. Vraiment, demanda Yuzuki d'un ton incrédule. Pourquoi? Si tu ne veux pas t'entraîner avec J, alors tu peux t'entraîner avec moi, dit Janké sur son ton habituel. D'accord, attends, dit Yuzuki en levant la main vers Janké. Pourquoi parles-tu toujours avec cette vieille voix de sorcière alors que tu as l'air si jeune? Bien que personne d'autre n'en ait parlé, tout le monde devait admettre que le fait que Janké utilise la même voix qu'avant sa réincarnation était un peu étrange. C'est clair que ça te dérange, idiot, dit Janké d'un ton nonchalant, laissant sa voix prendre une tournure beaucoup plus jeune. Voilà, c'est mieux. Bon sang, Janké. S'irrita Yuzuki. Est-ce que le fait d'avoir écouté autant de blagues stupides de J ces 3 derniers mois a aussi affecté ton sens de l'humour? Ignorant la question de Yuzuki, Janké regarda son disciple. Soupir. Alors je m'entraînerai avec toi, vieille sorcière, dit Yuzuki en secouant la tête. Vraiment, s'exclama James d'un ton sincèrement surpris. Il haussa les épaules et laissa tomber. Au moins, Yukina et moi sommes là pour soigner ton corps brisé demain. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Yuzuki d'un ton légèrement effrayé. Eh bien, Janké n'a pas simplement retrouvé sa jeunesse et retrouvé son apogée après sa réincarnation, dit James en début d'explication. Mais grâce à la pièce maléfique, ou plus précisément aux pièces de pion, ses capacités générales ont légèrement augmenté. De plus, lorsque j'étais à mon apogée, j'étais au niveau A inférieur, ou au niveau initial du rang final, et avec l'augmentation des pièces maléfiques, je peux sentir que j'ai presque atteint le niveau avancé. Et si c'est comme lorsque je me suis réincarné, Maître Janké aura besoin de temps pour retrouver le contrôle total de son utilisation et de sa production d'énergie, a ajouté Irène. Ah, je me souviens, j'avais aussi du mal à contrôler ma force après ma réincarnation, intervint Erza. En entendant les paroles des 4 démons, Yuzuki pâlit. Il regarda alors Janké et reprit la parole. Je pense que je vais m'entraîner avec J, dit Yuzuki d'un ton extrêmement sérieux. Oh, tu crois que tu peux simplement rejeter mon offre et la réaccepter quand ça te convient, dit James avec un sourire malicieux. Désolé, mon garçon, mais le bateau est déjà parti. En entendant la réponse de James, Yuzuki pâlit encore davantage. Pendant ce temps, Kuwabara riait du malheur de Yuzuki tandis que Keiko le regardait avec inquiétude. Après cela, comme promis, Kuwabara et Kurama partirent se promener pendant que le reste du groupe discutait et buvait. Finalement, juste après le retour de Kurama et Kuwabara, tout le monde décida d'aller dormir. Le lendemain matin, la veille de la finale du tournoi d'arts martiaux noirs, juste après le petit déjeuner, Janké emmena Yuzuki hors de l'hôtel pour l'entraîner. Et comme James l'avait mentionné la veille, lui et Yukina les suivirent pour leur prodiguer les soins nécessaires. Kuwabara resta dans la pièce, poursuivant son entraînement au contrôle de l'énergie. À ce stade, il avait enfin réussi à recouvrir 3 doigts de son énergie et à les immerger dans l'eau sans en perturber la surface. Mais il n'avait toujours pas réussi à faire 4 doigts. Pendant ce temps, Kurama était dans sa propre chambre en train d'essayer un objet qu'il avait reçu lors de sa promenade la nuit précédente d'une source à laquelle il ne s'attendait pas. Égale rétrospective égale. Après avoir quitté l'hôtel, Kuwabara et Kurama marchèrent ensemble en silence pendant un moment. Cependant, le silence fut rompu lorsqu'une voix leur parla. Tu ne devrais pas t'entraîner, ou quelque chose comme ça, demanda une voix familière dans l'obscurité. Prenant leur position de combat, Kuwabara et Kurama se préparèrent au combat, considérant que la plupart des démons de cette île voulaient la mort de l'équipe Urameshi. Calme-toi, s'il te plaît, dit la voix en pénétrant dans le clair de lune. Depuis que mon équipe a été éliminée, je suis de ton côté plus que quiconque. Et, c'est le clown d'hier, non, demanda Kuwabara.
Bien qu'ils aient tous deux reconnu la voix, ils n'ont pas pu bien voir le visage sous la peinture après que James l'ait combattu, car son visage était très gonflé après le combat. « Que veux-tu, Suzuka ?» demanda Kurama, sans pour autant baisser les bras. « Comme vous le savez sûrement, c'est moi qui ai créé les objets que mon équipe a utilisés contre vous lors de notre match, » dit Suzuka en tendant deux objets, une bouteille de liquide doré et une poignée d'épée à Kurama et Kuwabara. « Et je crois que cela l'aidera à vaincre ses adversaires en finale. »« Mais pourquoi nous aiderais-tu » demanda Kurama en regardant la bouteille avec curiosité. « Parce que je veux me venger, » dit Suzuka. Par le passé, Toguro m'a vaincu en utilisant seulement 3% de sa force répugnante. Puis, ce faisant, il m'a laissé en vie la plus grande insulte de ma vie. En plus, il a qualifié mes créations d'inutiles. Fin du flashback égal. Comme Yuzuki et Genkai, Yae quitta l'hôtel pour poursuivre son entraînement. Cependant, contrairement à Yuzuki et Genkai, il choisit de s'entraîner seul. De retour à l'endroit où Genkai et Toguro s'étaient affrontés la veille, Yae fut stupéfait par le cratère apparu après le combat. D'après ce qu'il avait entendu de Genkai, le cratère avait été causé par un coup de poing de Toguro. Se croyant au moins égal à Toguro, Yae enduisit sa main droite de son énergie démoniaque. Puis, il bondit très haut. Une fois arrivé à la hauteur de son saut, il laissa la gravité agir. Un instant plus tard, le poing de Yae s'abattit sur le sol à une certaine distance du bord du cratère créé par Toguro. Un instant après la collision, le sol autour de Yae commença à s'effondrer, créant un autre cratère. Avant que Yae ne s'effondre avec le reste du sol, il sursauta et observa la destruction causée par son impact. Et lorsqu'il vit l'ampleur des dégâts et la compara à ce que Toguro avait fait, il ressentit une colère immense. « C'est impossible », murmura Yae, à la fois agacé et déçu. En prenant du recul, on pouvait voir les deux cratères creusés dans le sol. Et si l'on observait celui créé par le coup de poing de Yae, on s'apercevait qu'il faisait un peu plus de la moitié de celui de Toguro. Voyant ces résultats, Yae redoubla naturellement d'efforts dans son entraînement. La journée se déroula ainsi sans encombre. Il n'y eut plus d'attaques sournoises ni d'interaction entre l'équipe Urameshi et l'équipe Toguro. Enfin, la nuit tomba sur l'île de Hangnek. Alors que la plupart des habitants de l'île attendaient avec impatience la finale du tournoi des ténèbres qui se déroulait le lendemain, l'équipe Toguro se trouvait dans une suite d'hôtels différente de celle de l'équipe Urameshi. Méditant ou simplement se relaxant, Toguro était assis, un verre de jus d'orange à la main, les yeux rivés sur le ciel étoilé. Alors, ce type l'a réincarné en démon, hein, pensa Toguro. Il ne faut pas que ça empêche Yuzuki d'atteindre son plein potentiel. Sinon, il pourrait faire quelque chose qu'il regretterait. Tandis que Toguro était perdu dans ses pensées, une vague d'énergie spirituelle capta son attention et le poussa à se concentrer sur le paysage qui s'étendait devant sa suite. Un instant plus tard, un puissant rayon d'énergie spirituelle jaillit dans le ciel, dissipant les quelques nuages qui planaient au-dessus de l'île. Reconnaissant l'énergie spirituelle de Yuzuki, Toguro sourit avant de prendre une gorgée de jus d'orange. « Eh bien, on dirait que je ne serai pas déçu, » pensa Toguro après avoir vu cette démonstration de puissance. « On dirait que je n'aurai pas à te traquer, toi et tous ceux que tu connais et aimes, après le tournoi. » Comme la plupart des habitants de l'île, Toguro ignorait la véritable identité de James. Cependant, comme il travaillait dans le monde des humains comme tueur à gages pour le compte de riches humains depuis 50 ans, aucun des gros bonnets du monde surnaturel ne serait surpris qu'il ignore qui était réellement James. Cependant, comme tout le monde sur l'île, Toguro aurait l'occasion de découvrir l'identité de James avant la fin de la finale. Demain, les choses ne se passeraient pas aussi bien que prévu. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.